Merci tout d'abord d'avoir répondu présent et d'avoir répondu à l'invitation qu'on a lancée, qui a été lancée par le club de réflexion République moderne, club avec lequel nous essayons de porter un certain nombre de sujets, de débats, de réflexion, de société qui traversent notre pays. Et il nous a semblé important ce soir, enfin, dans la période qui est celle que nous connaissons, de pouvoir entamer un dialogue avec nos concitoyens sur la question de l'énergie, sur la question du nucléaire, sur la question des renouvelables et sur l'ensemble des enjeux qui sont sous-jacents par rapport à ces problématiques. Enjeux qui sont, vous le savez, extrêmement importants puisque dépendent de ces questions une grande partie, si ce n'est l'essentiel, de notre souveraineté énergétique, de notre capacité à exister, à être une grande puissance industrielle, et grande puissance industrielle sans laquelle, c'est ça qu'il faut quand même avoir bien présent à l'esprit, enfin, c'est ce que nous pensons, sans laquelle il ne peut pas y avoir de politique redistributive. Autrement dit, il ne peut pas y avoir d'État social, il ne peut pas y avoir de sécurité sociale s'il n'y a pas par ailleurs un outil productif, industriel extrêmement puissant. Et la question de l'énergie est au cœur de ces problématiques, notamment la question du nucléaire, puisque vous le savez, EDF, l'électricien historique, était quand même, si ce n'est le plus grand, mais je crois qu'on peut même le dire, il y a d'éminents électriciens dans cette salle, je salue Jean Casier qui est parmi nous ce soir. EDF était, si ce n'est le plus grand, en tout cas l'un des tout meilleurs, si ce n'est même le meilleur électricien au monde, en capacité de fournir à partir de ce qui avait été décidé par le Conseil national de la résistance, de pouvoir bâtir une indépendance industrielle et énergétique pour le pays, puissance sur laquelle s'est bâtie également notre puissance industrielle, c'est ce que j'ai dit il y a quelques instants. Cet enjeu est aujourd'hui un enjeu extrêmement qui est fondamental, je le dis souvent le terme, on me le reproche parfois à juste titre, mais c'est vrai, cette question est absolument fondamentale. On le voit bien au travers de ce qui se passe aujourd'hui dans la lutte quasiment sans merci au sein de la Commission européenne sur, par exemple, ça va être abordé, j'imagine, par nos invités, de ce qu'on appelle la taxonomie, à savoir la capacité de bâtir un outil énergétique qui bénéficierait des mannes budgétaires de l'Union européenne, ou en tout cas qui serait autorisé à financer l'industrie du nucléaire. Les Allemands s'y opposent avec la dernière des énergies. Je sais que Fabien Bouglet a écrit dans son dernier livre, on en parlera tout à l'heure, dans son dernier chapitre, il y a tout un passage là-dessus. Il utilise le terme, il me semble, Fabien, tu dis la guerre que nous livre l'Allemagne, et c'est bien de cela dont il s'agit, c'est une véritable guerre, pour une raison simple, c'est que notre capacité à fournir de l'énergie à la France et à l'Europe entière reste l'un des derniers avantages compétitifs que nous puissions avoir au niveau industriel, et que depuis que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, au lendemain de la catastrophe de Fukushima, bien évidemment, ça représente une compétition pour sa propre industrie à elle, qu'elle a du mal à supporter. Cela dit, il ne faut pas perdre de vue non plus que la soi-disant sortie du nucléaire voulue par Angela Merkel au lendemain de Fukushima a en réalité, quand on regarde bien les affaires, peu à voir avec Fukushima, mais tout à voir avec des questions et des enjeux de politique intérieure à l'Allemagne, notamment dans la coalition qu'ils sont chargés de monter, parce que vous savez que les Allemands fonctionnent par grandes coalitions, et qu'à l'époque, la coalition entre les Verts et la CDU-CSU, c'était quelque chose qu'il fallait payer de façon sonnante et trébuchante, et la sortie du nucléaire était pour cela la meilleure des choses à faire. Sauf que ça a rouvert les mines et les centrales à charbon, tout ça vous le savez, et qu'aujourd'hui, globalement, un Allemand produit 60% de CO2 de plus qu'un Français. Voilà, tout simplement pour ces questions-là, et que la soi-disant transition énergétique voulue par l'Allemagne à partir des éoliennes notamment est un fiasco budgétaire financier absolument gigantesque, et ils ont bien du mal à s'en sortir financièrement parlant. D'où aussi le fait qu'il faut aussi torpiller EDF, d'où le projet Hercule aussi, mais j'imagine que nous allons en parler. Alors ces enjeux sont des enjeux qui sont déterminants, qui nous concernent en tant que citoyens français, évidemment,
Et nous avons notre mot à dire, et c'est la raison pour laquelle il est absolument indispensable que nous puissions débattre démocratiquement de ces sujets. Or, il ne vous a probablement pas échappé que depuis quelque temps sur le littoral dunkerquois, aborder ces questions dans un débat démocratique digne de ce nom, c'était devenu extrêmement difficile, voire même impossible, puisque tout se cristallise autour de la question de l'implantation du futur, qui ne verra jamais le jour, rassurez-vous, parc éolien offshore, contre lequel, vous le savez, c'est un secret pour personne, nous sommes en ce qui nous concerne radicalement opposés, et nous menons, avec d'autres, une lutte acharnée, et nous mettrons tout en œuvre pour que ce projet ne se fasse pas, car à nos yeux, ça représente une aberration absolument totale à tous les niveaux, environnemental, énergétique, budgétaire. Donc il faut savoir à un moment donné dire stop et dire les choses telles qu'elles sont. Sauf que ce débat aujourd'hui à Dunkerque est interdit. C'est un débat interdit, puisque nous ne serions que quelques-uns à peine des hurluberlus. Hein, ça a été dit sur France Inter il n'y a pas plus tard qu'une semaine, que quelques jours, par le président de la communauté urbaine de Dunkerque. C'est bien évidemment un déni de démocratie absolument évident, et donc nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes, et comme on ne veut pas que les citoyens en débattent, et bien les citoyens sont des grandes personnes, ils s'organisent et ils en débattent, parce qu'il s'agit de notre avenir, tout simplement. Alors pour ce faire, j'ai souhaité inviter 3 personnes éminentes sur cette table ce soir, afin d'évoquer avec vous ces sujets, trois interventions. Je suis le gardien du temps, donc je serai impitoyable, comme d'habitude, hein, vous savez, je suis toujours impitoyable. Et donc 2 exposés de 20 minutes, puis ensuite un jeu de questions et de réponses pour pouvoir aborder aussi ces questions et répondre aux questions qui éventuellement seraient les vôtres. Donc Jacques Mazurel, je commence par celui qui est tout de suite... J'irai de la gauche à l'extrême gauche, géographique, j'entends, bien sûr. Donc Jacques Mazurel. Jacques est vice-président de PNC, patrimoine, une association PNC, ça veut dire patrimoine du nucléaire et du climat, et climat, il n'y a pas du climat, patrimoine du nucléaire et climat. Il est également président d'honneur de Sauvons le climat, une autre association, et certains de ses ouvrages sont ici devant vous. Vous pourrez les acheter tout à l'heure et même les faire dédicacer si vous le souhaitez. Et l'association PNC, dont fait partie Christian Hutin, enfin il fait partie du comité de soutien qui a permis de la création de cette association, est présidée au niveau national par Bernard Accoyer, qui est, vous le savez, qui a été président de l'Assemblée nationale, et qui est tout à fait dynamique et allant sur cette question. Au centre, vous voyez bien ce que je veux dire, Fabien Bouglet, que vous pouvez voir très très souvent sur les chaînes d'infos, les chaînes de télévision, les radios, qui est un lanceur d'alerte, qui est un lanceur d'alerte, qui a déjà écrit un certain nombre d'ouvrages également, dont le dernier qui vient de sortir et qui, je crois, remporte un vrai succès, qui est là également devant vous, qui s'appelle « Nucléaire, les vérités cachées », et qui pourra aussi nous apporter un éclairage, je pense, passionnant sur les questions qui nous préoccupent ce soir. À sa gauche, Florent Collier. Florent est le président, aujourd'hui, du collectif Vent debout 59, qui organise la lutte citoyenne, voilà, la guérilla nécessaire à mener, et l'organisation des citoyens qui souhaitent s'engager dans cette question de l'implantation d'un parc éolien offshore. Et Florent précise toujours un parc industriel, hein, il y tient, un parc industriel, vous le savez, hein, 50 km², 46 éoliennes, 300 mètres de haut, à 10 km de la plage, qu'on ne verra bien évidemment pas. Sauf que quand vous êtes à Calais, par exemple, et qu'il fait beau, ben on voit magnifiquement bien les côtes anglaises, qui elles sont à 35-40 km, et qui font 80 mètres de haut au maximum. Donc bien évidemment, à 10 km, des éoliennes de 300 mètres, ça ne se verra pas. Hein. C'est une évidence même, c'est l'évidence même. Pour un parc éolien d'une puissance installée de 600 MW, autrement dit, qui bon an, mal an, fournira 200 MW à la louche, oui, à peu près. Voilà, vous voyez, ça fait un quart, même pas,
d'un réacteur de Gravelines. Donc, ouais. Et on en est déjà à 2 milliards à peu près. Enfin, on est dans des choses un peu ahurissantes. Donc voilà, alors je vais donner la parole à Fabien, ensuite ce sera Jacques, ensuite ce sera... il est toujours bon d'avoir un plan de table et qu'on sache où on va, et ensuite ce sera Florent, et question des jeux-réponses, bien évidemment, pour que le débat puisse avoir lieu. Merci encore de votre présence. Bien, écoutez, bonsoir. Ah, ça marche? C'est bon? Bonsoir à tous. Merci à Claude Nicollet et à toute son équipe de m'avoir convié aujourd'hui à Dunkerque. Je suis vraiment ravi. Merci de votre accueil. Pour ne rien vous cacher, Dunkerque fait partie de mon tour de France que je fais bon an, mal an, malgré le Covid. Parce que, avant de sortir le livre Nucléaire, les vérités cachées, j'ai sorti le précédent livre Éolienne, la face noire de la transition écologique, qui a été un succès de librairie et dont je fais encore la promotion 2 ans après la sortie, puisqu'il est sorti en octobre 2019 et il y a eu 1 an et demi de Covid, donc j'ai pas pu faire de conférences, donc je suis encore en train de faire des conférences sur la promotion, entre guillemets, enfin du moins la diffusion des informations sur les éoliennes. J'ai que 20 minutes, je vais aller vite. Pourquoi je suis là parmi vous? Parce que, eh bien, il y a des années, j'ai eu un projet d'éolienne dans l'Orne, à côté de chez moi. Ça a changé ma vie puisque je suis là devant vous. Hein, on m'a appris sur Terre des éoliennes à 700 mètres de chez moi. Et puis après, je me suis occupé, comme vous, du projet d'éoliennes en mer au large de l'île-Dieu et Noirmoutier, puisque ces 2 îles vont probablement, non, je ne pense pas, font l'objet d'un projet de destruction avec la mise en place d'une centrale électrique éolienne de 80 km², avec 66 éoliennes entre l'île-Dieu et Noirmoutier, sachant que les 80 km² sont supérieurs à la surface de l'île-Dieu et Noirmoutier réunis. Un consortium sino-japonais, pour ce qui nous concerne, hein, donc 60% des actionnaires. Alors, effectivement, comme le dit Claude, ça fait 12 ans que je combats l'éolien, sur terre, en mer. Il n'y a pas de... moi, je ne suis pas NIMBY, hein, je suis contre l'éolien, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, l'éolien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, que ce soit sur terre ou en mer. Il y a des gens qui vont dire en terre, oui, mais on peut les mettre en mer. Puis les gens qui ne veulent pas les éoliennes en mer vont dire, on va les mettre sur terre. En fait, il ne faut pas d'éoliennes du tout, et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai été tout à fait passionné par l'intervention de votre maire, Patrice Vergrit, pardonnez-moi, sur France Inter l'autre jour. Pourquoi? Parce que ce dernier disait une chose intéressante. Il disait il faut faire un travail de pédagogie. Vous savez, c'est souvent quand on n'est pas d'accord, c'est parce qu'on n'a pas bien compris. Donc il faut vous faire comprendre. C'est intéressant comme démarche. Et il arguait des fake news qui étaient propagées par des opposants hostiles aux éoliennes au large de Dunkerque. Et il s'avère que quand on veut faire un travail pédagogique vis-à-vis de ses concitoyens, il faut soi-même avoir les informations fiables. Et manifestement, votre maire n'a pas d'informations fiables. Donc je ne vois pas comment il va pouvoir faire un travail pédagogique vis-à-vis de ses concitoyens s'il lui-même diffuse des fake news. Et la première fake news qu'il a diffusée sur France Inter, c'était le fait que les éoliennes allaient servir à la décarbonation. Eh bien voyons, monsieur le maire. Et je vais vous lire quelque chose qui est tout à fait passionnant. C'est l'intervention, alors, c'est pas un complotiste, hein, c'est l'intervention du président de la Commission de régulation de l'énergie, monsieur Caranco. Je pense que probablement en termes d'électricité, il s'y connaît. Hein, je pense qu'il a été nommé par Emmanuel Macron pour sa compétence. Et il dit la chose suivante. Il dit, sous serment à la commission d'enquête parlementaire, en 2019, qui a été ouverte à l'initiative de Julien Aubert, le député Julien Aubert. Tout à fait. Le développement des énergies renouvelables électriques ne sert donc pas à réduire les émissions de CO2. Il faut le rappeler, car on dit beaucoup de mensonges à ce sujet, ou encore récemment à la télévision. Alors, il ne fait pas parler de votre maire,
mais il devait parler de Barbara Pompili. Cela n'a aucun sens et procède d'une forme de populisme idéologique. Alors, est-ce que votre maire est un populiste idéologique écolo? Mais en tout cas, une chose est certaine, il va falloir qu'il lise mon livre, parce qu'il y a de nombreux députés. J'ai fait des conférences à l'Assemblée nationale, je rencontre des candidats à l'élection présidentielle, j'influence auprès d'élus pour leur expliquer, et ils font une découverte qui est quand même importante, c'est que les éoliennes ne servent pas à décarboner. Et c'est même pire. C'est même pire. Le rapport Stratégie nationale bas carbone, qui a été publié par le ministère de l'écologie en mars 2020, page 120, note 110, précise: si on baisse la part du nucléaire et qu'on remplace par des énergies renouvelables, nous serons obligés d'ouvrir 20 centrales à gaz, ce qui aura pour conséquence d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Monsieur Vergret, voyons, c'est le ministère de l'écologie, c'est le ministère de Barbara Pompili qui le dit. C'est pas moi, c'est des sources extérieures. Alors mes livres, ils sont embêtants pour les idéologues de l'écologie qui veulent mettre des éoliennes partout. Parce qu'il y a 500 sources sur le bouquin dans les éoliennes et il y a 500 sources officielles dans le bouquin sur le nucléaire. Ce sont toutes des sources sourcées de rapports parlementaires, de rapports scientifiques, d'éléments tout à fait fiables. Alors, comme je vous disais, je me bats contre les éoliennes au large de Noirmoutier, qui, comme vous, constituent une imposture écologique. Et maintenant, je ne vais pas avoir le temps de développer tous les problèmes liés à l'écologie, mais déjà, rien que cette problématique, qu'installer une centrale éolienne de 50 éoliennes nécessite en backup une centrale à gaz. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que ne dit pas monsieur le maire, c'est qu'un jour ou l'autre, si d'aventure, ça n'arrivera pas, je vous rassure, il devait y avoir ces éoliennes, on construira une centrale à gaz. Et d'ailleurs, en Bretagne, à Landivisiau, au moment où on veut mettre les éoliennes au large de Saint-Brieuc et des éoliennes flottantes au large de Belle-Île, eh bien, ils construisent une centrale à gaz pour faire justement compenser les problèmes d'intermittence des éoliennes. Voilà. Alors maintenant, donc, vous avez compris déjà rien que ça. Et vous m'entendez comme ça ou pas? Je vais peut-être prendre. Il ne marche pas très bien le micro. Si tu peux me donner l'autre. L'autre, il n'y aura peut-être pas assez de fil. Si, ça va. Si. C'est bon. C'est bon là? Ah oui, c'est bien. C'est mieux, non? Voilà, super. Ce qui est donc très important, c'est de bien comprendre que c'est une imposture de nous vendre de l'éolien comme un outil de décarbonation. Et que c'est une imposture de nous vendre le projet allemand d'énergie Winde, puisque l'Allemagne, qui a voulu sortir du nucléaire, aujourd'hui 10% à peu près de nucléaire, a construit environ 35%, produit environ 35% de son électricité avec des éoliennes et du panneau photovoltaïque, et le reste avec du charbon, de la lignite et du gaz. Eh bien, l'Allemagne produit 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France, qui émet, alors l'Allemagne émet aux alentours de 400 à 500 grammes par kilowattheure produit, et la France émet 40 grammes par kilowattheure produit, puisqu'on a 70% de nucléaire et 10% d'hydroélectricité. Mais, puisqu'on parlait de sortir du nucléaire, j'ai un exemple vraiment formidable, c'est l'Irlande. L'Irlande. Pourquoi l'Irlande? C'est un exemple intéressant. Parce que l'Irlande n'a pas de centrale nucléaire et produit son électricité avec des éoliennes et avec du gaz. Et en août, pendant que j'écrivais mon livre sur le nucléaire, je faisais les dernières corrections, eh bien, vous avez un site qui s'appelle Electricity Map. Alors là, c'est simple, hein, c'est un site internet qui vous donne les émissions de carbone par source d'électricité. Ce jour-là, l'Irlande produisait 60% de son électricité avec des éoliennes et 40% avec du gaz ou du charbon. Eh bien, la France, de son côté, produisait 70% de son électricité avec du nucléaire et 10% avec de l'hydroélectricité. Eh bien, ce jour-là, l'Irlande émettait 8 fois plus de gaz à effet de serre que la France.
C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ça veut dire que, en complément des centrales nucléaires ou en remplacement des centrales nucléaires, on doit utiliser des centrales au gaz, émetteurs de gaz à effet de serre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Allemagne, actuellement, avec la reprise post-Covid, se retrouve dans la situation de ne pas avoir suffisamment d'électricité avec la reprise économique post-Covid, et d'avoir ces éoliennes qui ne fonctionnent pas, et donc elle est obligée de faire des fortes demandes de gaz, de charbon et de pétrole, et ça fait exploser la facture de gaz. Newsweek, dans un article américain, a dit il ne faut pas que l'Amérique suive le modèle allemand. Ils viennent de l'écrire, ça, il y a quelques jours, dans un article. C'est passionnant, hein, Newsweek. Il ne faut pas suivre ce modèle, évidemment. Et Jadot, monsieur Vergret, voudrait nous prendre le modèle allemand comme le modèle de référence. Mais il faut apprendre, monsieur Vergret, il faut que vous lisiez, parce que comment vous allez faire pour transmettre à vos concitoyens une pédagogie si vous avez des éléments qui ne sont pas sourcés et factuels? Alors après, une fois ceci étant dit, si j'ai encore un petit peu de temps, Claude? Oui. Alors, ceci étant dit, il y a quand même quelque chose de formidable. J'ai fait un calcul dans un tableau, dans mon livre sur le nucléaire, de la comparaison entre la centrale de Bugey, qui est à côté de Lyon, qui est une centrale qui a 4 réacteurs de 900 MW. Cette centrale fait donc 3600 MW à 4 tours réfrigérantes, donc 120 mètres de haut, hein, et produit 20 000 gigawattheures par an. Vous entendez bien, 20 000 gigawattheures par an. Son emprise au sol, c'est 1 km². D'accord? Maintenant, j'ai essayé de pour comparer la production de Bugey avec les centrales éoliennes en mer. Je me dis, je vais en prendre une ou deux. Et non, il a fallu que je prenne les 7. Donc j'ai pris Dunkerque, Saint-Brieuc, Fécamp, Corseul, Saint-Nazaire, Noirmoutier, je les ai pris toutes, entre l'Île-Dieu et vous, et Dunkerque. C'est donc, en puissance installée, 3600 MW. C'est parfait. Avec un facteur de charge de 45. Alors, j'ai pris... Ouais, ben, j'ai pris le facteur de charge qu'ils annonçaient sur leur site. J'ai pas voulu charger la mule parce que c'est déjà tellement édifiant que c'est suffisant. Alors, le facteur de charge, c'est quoi? Alors, le facteur de charge, c'est ce que produit une source d'électricité par rapport à sa capacité maximale de production toute l'année, si elle fonctionnait toute l'année pendant les 8760 heures de production. Donc, avec un facteur de charge, la production des 7 centrales éoliennes en mer, 450 éoliennes, entre 200 et 300 mètres de haut, 13 000 gigawattheures produits. 13 000 gigawattheures, c'est-à-dire qu'on produit moins que la centrale de Bugey. Emprise au sol, donc 450 éoliennes, 500 km² artificialisés. Vous avez donc bien compris qu'on est en train de sacrifier le littoral français avec 7 centrales éoliennes en mer qui ne produit même pas la production de la centrale de Bugey où il y a 1 km² artificialisé et 4 tours réfrigérantes. C'est ça que les vandales au gouvernement veulent nous vendre. Je suis désolé, mais là, c'est plus un scandale, c'est une trahison. Je veux dire, faut quand même pas... faut dire les termes tels qu'elles sont. Et encore, j'ai pris un facteur de charge à 45%. Si je prends le facteur de charge de Wind Europe, c'est la filière éolienne en mer. Le taux moyen de facteur de charge de Wind Europe, c'est 35% pour les éoliennes en mer en Europe. Donc, c'est QFD. On arrête tout. Il y a un moment, on ne va pas sacrifier des milliers, des dizaines de milliers d'emplois des pêcheurs. Je ne sais pas si vous, c'est une zone de pêche, mais en tout cas, Noirmoutier, c'est une zone de pêche.
À Tréport, c'est une zone de pêche. À Saint-Brieuc, c'est une zone de pêche. Des milliers d'emplois à Saint-Brieuc. Je les connais bien, les pêcheurs de Saint-Brieuc. C'est des battants, hein, je peux vous dire. Hein, ils se battent. Ben, ils ont de la chance. Ils ont du granit très très dur. Hein, Ils ont réussi à faire 3 trous. Ils sont partis là jusqu'en mars. Donc, il est clair que nos camarades de Saint-Brieuc, s'ils gagnent, ça va comme un château de cartes tout tomber. Mais pouvons-nous accepter que sous prétexte de transition écologique, on détruise les fonds marins, on crée des infrasons dans la mer, on détruise le 300 mètres de haut à 10 km. Et ils ont eu le toupet, je crois avoir suivi ça, de dire on a augmenté de 20% la distance. Ils sont passés de 10 km à 12 km, non, c'est pas ça 11. Ah, et 11 quelle générosité. Non, mais j'ai lu ça, je me suis dit quand même, c'est édifiant. Et donc, on va détruire le fond marin. Alors vous, à la différence, vous avez un petit inconvénient, c'est que vous avez eu un tarif de rachat à 45 € le mégawattheure. Bah, c'est-à-dire qu'à force de rouspéter sur les 220 € le mégawattheure des 6 premières centrales, là, la commission de régulation, M. Carinco, là, qui est responsable des appels d'offres, il s'est dit, je vais quand même faire un appel d'offres un peu plus élaboré que celui qui avait donné 220 € le mégawattheure, alors qu'on était à 45 € le mégawattheure. On arrive quand même, avec l'ancien tarif spot donc de 2020, donc à 32 € le mégawattheure, on arrive à 30 milliards d'euros de subventions. 30 milliards d'euros de subventions. Attendez, on va reprendre les chiffres. 30 milliards d'euros de subventions pour construire 6 centrales éoliennes qui ne produisent pas l'équivalent de Bugey, et alors que 45 milliards, c'est le coût potentiel des 6 réacteurs nucléaires, des 6 EPR qui vont être en construction. Mais de qui se moque-t-on? De nous. Alors comment voulez-vous, j'étais avec une journaliste de France 3, j'étais un peu énervé parce que j'ai dit mais de qui se moque-t-on? Là c'est plus de la politique, on n'est plus dans un schéma politicien. Vous savez, moi je vais partout en France, je croise des élus de droite, je croise des élus de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, je côtoie tout le monde, je vais faire des conférences partout. Mais lisez, bon sang. Je l'ai dit d'ailleurs l'autre jour à la télévision, j'ai dit à Barbara Pompili, mais lisez vos rapports. C'est pas possible. Vous voyez? Alors, je vais pas rentrer, j'espère que je suis pas trop long, mais je vais pas trop rentrer dans les détails que vous connaissez probablement. Je me tiendrai de toute façon à l'issue de nos 2 interventions à répondre à vos questions. Mais si je devais résumer en 2 mots, d'abord, c'est le bon combat. D'abord, c'est le bon combat. Je pense que nous allons le gagner. Il y a 95% de chances que nous allons le gagner. Il ne faut pas vous laisser avoir par une sorte de propagande qui tendrait à vous faire croire c'est acquis, c'est le sens de l'histoire, et puis par une sorte de fatalisme mou, on tombe dans un défaitisme qui arrange bien nos adversaires. Non, je pense que vous allez gagner, que nous allons gagner. Le seul qui risque d'être installé, c'est Saint-Nazaire, hein, puisque là, ils ont mis les monopieux. C'est un peu catastrophique. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être l'erreur politique de Macron. Parce que s'il installe les éoliennes avant les élections, ça va être un tel scandale, une telle vision d'horreur pour les gens de La Baule et de Saint-Nazaire, que ça va contaminer tout le monde marin. Vous-même. Alors, moi, je ne le souhaite pas, la centrale de Saint-Nazaire. Malheureusement, les voies de recours sont tombées, les pieux sont déjà construits. Il faut savoir aussi que vous avez la centrale de raccordement, hein, qui est une sorte de centrale pétrolière au milieu. J'ai été auditionné à la commission de régulation de l'énergie après mon livre sur les éoliennes. Ils m'ont expliqué, oui, mais vous comprenez, ça nous coûtera moins cher parce que lorsqu'on a mis la centrale de raccordement, eh ben, en fait, on peut élargir le parc parce qu'en termes de rentabilité, une fois qu'on a la centrale, eh ben, là où on en a mis 50, on peut en mettre 150. On peut doubler, tripler, quadrupler. Parce qu'en fait, le coût de transport de l'électricité est moins élevé puisqu'on utilise la structure déjà existante. Donc, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas laisser s'installer l'once du début d'une éolienne en mer
avec le risque de voir en réalité voir 50, 80, 100, 200, 300 éoliennes dans les côtes françaises. Et qu'en conséquence, le peu que nous rejetons par rapport au volume de l'atmosphère est tout à fait considérable quant aux effets. Ça, je crois que c'est une chose qui est importante à savoir. L'autre chose qui est très importante, c'est que le principal gaz à effet de serre, c'est le gaz carbonique. Enfin, c'est l'air, mais c'est le gaz carbonique. Or, le gaz carbonique est une molécule qui est extrêmement stable. Et le gaz carbonique qui est dans l'atmosphère aujourd'hui, il y sera encore dans quelques centaines d'années. Il faut le savoir. Donc si nous arrêtons demain, grâce au miracle des éoliennes et partiellement du nucléaire, ou l'inverse, si demain nous arrêtons de rejeter du gaz carbonique dans l'atmosphère, l'effet du gaz que nous y avons déjà ajouté restera et va continuer à se manifester. Autrement dit, même si demain, par miracle, on trouvait le moyen d'arrêter les rejets de gaz carbonique, l'effet de serre va continuer à s'augmenter. Parce qu'il y a déjà dans la baignoire, en quelque sorte, une très grosse quantité d'eau, une très grosse quantité de gaz carbonique. Et ça, c'est extrêmement grave. Surtout qu'on parle de pouvoir, on parle de 2050 pour cesser ou à peu près d'envoyer du gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on n'en a pas pris le chemin, pas du tout, et il y en a des quantités qui sont là et qui vont agir encore pendant 200, 300, 400 ans. Enfin bref, on n'y sera plus du tout. Donc je pense que c'est très très important d'avoir en tête cette dimension. On en parle maintenant très sérieusement, on en parle de plus en plus, mais je pense qu'on ne réalise pas très très bien ce qui se passe. Je vous cite un troisième chiffre. Pourquoi on parle de 3,5 degrés comme étant une limite intolérable? Je ne sais pas si vous le savez, ça tient à un phénomène qui se vérifie de plus en plus. Vous savez qu'il y a dans tout l'hémisphère nord, dans toute la zone Sibérie-Canada, des quantités énormes de permafrost. Le permafrost, ce sont sur des centaines de mètres, voire des kilomètres, de la végétation qui est enfouie. Comme il fait très froid, elle est gelée, elle se tient tranquille. Dès l'instant où la température remonte, ces quantités de permafrost se mettent à se décongeler, à pourrir. C'est l'histoire des feux follets sur les mares. Donc ce sont des quantités là absolument considérables de méthane, non pas de gaz carbonique, mais de méthane, qui vont commencer à s'échapper. On peut dire que si on arrive à ce niveau de réchauffement climatique, à ce niveau de réchauffement qui va faire donc le dégel complet du permafrost, je pense que là, on est définitivement fichu. Parce que là, on ne maîtrisera plus rien du tout. C'est un phénomène qui s'auto-entretient et ce que l'on rejette aujourd'hui par rapport à ce qui sera rejeté si on atteint ce niveau de température, c'est presque pineux. Je pense qu'à ce moment-là, on perd complètement le contrôle. Je ne sais pas où on part, mais enfin, nous n'y serons plus. Je voulais donc simplement vous situer ces trois éléments pour situer l'importance et la gravité de ce qui se prépare aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais un brin d'histoire, j'ai 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez bien que toute activité humaine, il y a quelqu'un qui l'explique de manière admirable, c'est Jean Covici, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Oui. Jean Co explique que toute activité humaine, et la vie elle-même, revient finalement à transformer de l'énergie. C'est la base de l'existence sur cette planète. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début du 19e, fin 18e, début du 19e, on a trouvé un moyen de se passer et de remplacer précisément, vous savez quoi? Eh bien précisément les énergies renouvelables. Puisque toute l'énergie de la planète venait des moulins à eau, à vent et des forces de traction animale. On a découvert le charbon et avec le charbon, on a trouvé un moyen extraordinaire pour produire de l'énergie et également pour la stocker. Parce que le gros problème des énergies renouvelables, eh bien, c'est celui que vous évoquiez, c'est qu'on ne sait pas la stocker. Quand il n'y a pas de vent, ça s'arrête, point. Alors que le charbon, on arrête, le charbon, il est là en stock, il est prêt à être utilisé. Le pétrole, c'est encore plus pratique et le gaz, c'est tout aussi pratique. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre que par mesure de facilité, nous avons, et ça a permis de faire de grands progrès à l'humanité, nous avons, il y a 200 ans à peu près, commencé à découvrir ce qu'étaient les carburants fossiles, et puis au charbon a succédé le pétrole, et puis au pétrole succède le gaz. Bon, quant aux quantités en stock,
Le pétrole, on arrive à peu près à un pic maintenant, ça va commencer, les productions vont commencer à baisser, mais de toutes les façons, ne vous inquiétez pas, avec tout ce qui reste, on peut foutre la planète en l'air, donc il n'y a pas de problème. Hein. Et même chose pour le gaz, il y en a là pour un peu plus longtemps. Et quant au charbon, il y en a pour très longtemps encore. Donc on est obligé, on est devant un très beau gâteau en quelque sorte, et on n'a plus le droit d'y toucher, il faut trouver autre chose. Alors, quels sont les remèdes là en face? L'un des remèdes, et je ne reviens pas là-dessus, sont les énergies renouvelables. C'est un remède, ça vient d'être expliqué très brillamment. Ça ne sert à rien, surtout dans un pays comme la France, puisque notre électricité est déjà décarbonée. Donc si on ajoute des éoliennes, ça n'apporte strictement rien. Et vous avez 1000 fois raison. C'est un petit peu moins vrai chez les Allemands, qui ont encore beaucoup de centrales au charbon. Donc mettre du gaz à la place du charbon, vous mettre des éoliennes, enfin le couple plus exactement, éolienne, gaz, à la place du charbon, peut avoir du sens, mais enfin de manière relativement limitée. C'est quand même quelque chose d'extrêmement coûteux, puisqu'au fond il faut à la fois investir en éolien et derrière doubler la puissance, forcément, puisque quand il n'y a pas de vent, il ne s'agit pas de mégoter, il faut doubler. Vraiment parler dans le micro. Dans le fond, on n'entend pas, apparemment. Vous n'entendez pas dans le fond? Bon. Pas trop. Non, bah, écoutez, si. Bon, je vais essayer de le tenir de plus près. Donc, il faut bien comprendre que remplacer des centrales au charbon, comme vont le faire les Allemands, par un couple éolien-gaz est quelque chose d'extrêmement coûteux et qui, malgré tout, fait qu'on rejettera du gaz carbonique. Moins, certainement, mais on en rejettera. Alors, en fait, devant ce constat, quelles sont les solutions? Les solutions, vous les connaissez. C'est de remplacer un peu partout où on a besoin d'énergie, de faire usage de l'électricité. Faire usage de l'électricité pour le chauffage dans les bâtiments, pour les transports, on y va, dans l'industrie, etc. Le problème, derrière ça, je pense qu'on peut dire qu'on sait faire. On sait faire. L'électricité est réellement un vecteur énergétique extraordinaire et il peut s'appliquer dans plus ou moins bonnes conséquences, mais grosso modo un peu partout. Le problème donc revient à produire de l'électricité qui soit décarbonée. Autrement, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, on peut dire que nos gouvernements ont été absolument extraordinaires pour faire ce qui ne convenait pas de faire. On a en particulier recommandé de mettre du gaz dans le chauffage des bâtiments, c'était la RT 2020, c'est brillant quand même. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Attendez, j'avais noté tout un catalogue. On a fermé Fessenheim. Alors ça, oui, ça, on a fermé Fessenheim, ça c'est récent, c'est de l'actualité pratiquement. Hein? On a dépensé donc quelque chose comme, je ne sais pas quel chiffre vous êtes arrivé dans votre livre, mais on est arrivé, je pense, à au moins 120 milliards d'investissements dans les énergies éoliennes, c'est à peu près ça. D'engagement de dépenses. Alors, on est pire, c'est pire que ça. Ah. On est à 250 milliards minimum, parce que on a effectivement 120, on est plutôt maintenant proche des 150 milliards, puisqu'effectivement 120 milliards, c'est le rapport de la Cour des comptes, pardonnez-moi, comme ça on est précis dans ce dont on parle. Et le patron de RTE vient de nous annoncer 100 milliards d'euros supplémentaires, financés sur la facture de la TURP. Alors c'est pas la turpitude, hein, c'est la TURP. C'en est presque. Et à quoi sert le TURP? Le tarif de raccordement, ça sert à raccorder les éoliennes au réseau. Tout à fait. C'est financé par votre facture d'électricité. Et comme il faut mettre 8000 éoliennes supplémentaires, eh ben on a annoncé 100 milliards d'euros supplémentaires de frais de raccordement. Donc ça fait 250 milliards, production et raccordement. J'avais écrit quelque chose qui va à peu près dans votre style. Nos gouvernements n'ont cessé de verser des primes aux braillards, au pitre de l'écologie rabougriste et décroissantiste. Oh là. Oh là là. Oh là là. Bravo. Il fallait que je reste un peu au niveau. Hein. Bravo. Voilà. Alors, ils ont constamment confondu énergie et climat et se sont acharnés, ce qui ne servait pas à grand-chose. Ils ont torpillé l'utile, voyez Flamanville. Ils ont subventionné l'inutile, voyez les énergies renouvelables, qui en France ne servent à rien. Ceci dit, je vais quand même vous surprendre en
mettant à leur décharge quelque chose. C'est pas tout à fait de leur faute, vous avez abordé le sujet vous aussi, c'est le problème des Allemands. Il faut bien comprendre que les Allemands, c'est un grand peuple, ils ont comme tous les peuples une certaine volonté de leadership quelque part, qu'ils ne peuvent pas, comme nous Français, ils ne disposent pas d'un siège aux Nations Unies, il y a des tas de choses qu'on peut faire qu'eux ne peuvent plus faire. La seule chose qu'ils peuvent faire, et Dieu sait s'ils le font bien, c'est l'industrie. Alors, l'idée de voir les petits Français réussir à produire de l'énergie dans de meilleures conditions qu'eux leur est totalement insupportable. Ça leur est d'autant plus insupportable, si vous voulez, qu'ils sont plus sensibles que nous au problème du nucléaire. Souvenez-vous de l'histoire des fusées pendant la guerre froide. Il y a eu quand même toute une série d'alertes et ils sont quand même très marqués par le risque nucléaire. Ils le sont certainement beaucoup plus que nous et ils font tout ce qu'il faut pour ne pas avoir le nucléaire. Ça n'a pas commencé tout de suite. C'est en 2011 quand même que les lois sur l'énergie 22, comment vous prononcez ça vous? Oh, moi je sais pas, je suis pas germanophile. Bah, moi non plus, on est en... Énergie Win 2. Win 2 Win 2 non, ça fait plus anglais. Non, énergie avec WNDE. Win 2. Énergie Win 2. L'énergie Win 2. Donc, ils ont fait tout ce qu'il fallait. En fait, depuis des années, ils s'emploient à agir auprès de la Commission européenne pour faire en sorte que nous soyons, que le nucléaire soit exclu. C'est en particulier, vous l'avez évoqué, le problème de la taxonomie, qui est un véritable scandale. C'est le problème des énergies, des obligations vertes. C'est toute une série de mesures. Chaque fois qu'ils peuvent faire quelque chose contre le nucléaire, ils le font. Notre gouvernement, nos gouvernements, parce que c'est même pas Macron, il a eu des prédécesseurs, en fait se gardent bien de faire quoi que ce soit à Bruxelles, ils ont peur, ils ne bougent pas, c'est totalement incompréhensible. Donc, comment ils ont peur de l'euro. Moi je crois qu'ils ont peur des écolos. Ils ont peur des voix, ils raisonnent en politiciens, ils raisonnent en voix. Je gagne combien de voix, j'en perds combien. Et aujourd'hui, grâce à des actions, c'est grâce à des actions comme la vôtre, comme celle de PNC ou de SLC, que petit à petit, ils sont en train de réfléchir. Bon, il n'y a pas que nous, mais enfin, Macron est manifestement dans un équilibre très instable. Si ça pousse un peu d'un côté, il va aller de ce côté-là. Si ça pousse de l'autre, il va aller de l'autre. Hein. Ça, c'est une affaire entendue. Donc pour le moment, grâce à vous, grâce à nous, grâce à beaucoup de gens, la situation est en train de basculer dans un sens qui nous paraît plus favorable. Alors la dernière réponse, je vais écrire, vous l'aviez évoqué, aujourd'hui devant le développement possible du nucléaire, c'est Madame Pompili qui était merveilleuse. Elle a préparé le terrain en déclarant que la France n'avait pas les moyens de faire rapidement face au développement nucléaire de son industrie, parce que notre industrie, merci pour elle, n'en est pas capable, et que devant l'urgence, il faut poursuivre le développement de l'éolien en multipliant des achats d'éoliennes qui, comme par hasard, sont faites en Allemagne. Bon, voilà la situation. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout, donc, la situation est en train d'évoluer, et il nous faut être maintenant réalistes et prudents. Et j'ai noté différentes actions que nous devons surveiller et que, voilà, il est important que la France s'oppose, quand je dis la France, c'est le gouvernement, hein, s'oppose fermement aux menées allemandes, je viens d'en parler, en faveur de la taxonomie, des obligations vertes et bien d'autres choses. Il est important que la LTEVC, c'est un nom charmant, la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, et la PPE, donc la programmation pluriannuelle, qui inclut le stupide 50% de nucléaire, soit révisée. Ça, je crois qu'il est absolument indispensable d'obtenir cette révision, faute de quoi tout ça n'est que du pipou, on va rester aux 50% de nucléaire, on nous amusera, mais on n'ira pas loin. Ce qui est important également, et ça c'est très important, c'est que les recherches sur les réacteurs de 4e génération, c'est tout le projet Astrid,
n'est-ce pas, soit reprise. Ça a été arrêté, ça c'est un fait d'armes du gouvernement actuel avec Fessenheim, sont les deux plus beaux. Il est indispensable de reprendre les recherches. Ce point est extrêmement important car il y va de l'avenir de deux choses, de la gestion des déchets. Vous savez qu'aujourd'hui, on utilise à peine 5% de l'énergie que l'on a dans l'uranium qu'on a extrait. Mais qu'avec la surrégénération, on va en utiliser 95%. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'uranium est quasiment renouvelable, parce qu'on peut extraire l'uranium, il y en a plein dans l'eau de mer, il y en a plein en toute petite quantité, mais ça fait quand même des quantités fabuleuses. Il devient rentable d'exploiter l'eau de mer pour sortir de l'uranium. Donc, autrement dit, avec la surrégénération, on résout le problème des déchets, pas à 100%, parce qu'il y aura toujours des traces de quelque chose, mais on résout l'essentiel du problème des déchets, et on résout le problème de l'énergie de l'humanité pour des années. Vous savez aujourd'hui ce que représente le stock intitulé déchets, n'est-ce pas, qui est à La Hague, si on l'utilisait dans des surrégénérateurs, c'est 2000 ans d'énergie de la France. 2000 ans. Et nos amis écolos ont le culot d'appeler ça des déchets. Non mais franchement, de qui se moque-t-on? Je sens que vous êtes énervé. Non, je suis calme à côté de vous. Alors, ne vous laissez pas perturber par votre voisin. Il reste encore une minute ou deux? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, les investissements, autre chose aussi, on vous parle beaucoup de petits réacteurs, les SMR. Bon, là, on est un des rares pays à avoir une compétence là-dedans, puisqu'on en a équipé le Charles de Gaulle et on en a équipé plusieurs sous-marins. C'est une compétence extrêmement pointue, notre pays la possède. Aujourd'hui, d'autres pays, les États-Unis, la Russie, la Chine, se lancent également sur cette technologie. Nous, on s'est très calmement endormi là-dessus, on n'avance pas, on a un projet qui s'appelle New World, ça devrait sortir d'ici 2030-2035 si tout va bien. Je trouve ça absolument scandaleux qu'on ne mette pas les moyens nécessaires pour aller beaucoup plus vite là-dessus. Oui. On a les compétences techniques encore dans le pays, à moins que Oui, le danger, c'est que beaucoup des meilleurs sont comme nous, un peu à la retraite. Mais enfin, c'est autre chose. On va vous réengager. Mais vous allez pour toi, c'est pas... Vous allez reprendre du service, enfin. On va reprendre du service. Bon. Dernier point, alors ça, vous l'avez évoqué, c'est tout le problème de la réorganisation d'EDF, qui est devenu aujourd'hui, de fait, avec l'arrêt, Framatome a été repris par EDF. Ce qui a été repris par EDF, c'est le Orano qui est EDF. Donc EDF devient réellement l'architecte en chef du nucléaire en France pour les années à venir. Il est important de faire en sorte qu'EDF ne soit pas démantelé, mais par contre, ça peut peut-être bien être réorganisé. Ça, c'est une autre affaire. On est d'accord là-dessus. Hein. Mais démanteler, non. Surtout que le démantèlement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au passage, il y a des barrages en France. Oui. Ces barrages sont extrêmement utiles, justement pour compenser les variations d'éolien, etc. Eh bien, ces barrages, dans le projet, seraient rachetés par des entreprises allemandes. Oui, non, mais... C'est bien le projet. Évidemment, hein. Non, mais c'est pas possible. Ils ne sont pas fous, hein. Ils ne sont pas fous. Donc ça les aidera pour leurs propres éoliennes. Voilà. Donc il est important qu'une remise en ordre soit faite du côté d'EDF. Voilà. Alors, il résulte de tout ça que, bien évidemment, mais là je n'insisterai pas là-dessus, vous le faites beaucoup mieux que moi, que les projets éoliens devraient être révisés très fortement à la baisse, qu'en particulier la priorité d'achat soit abandonnée. Je pense que c'est nécessaire. Et puis que, puisque ces messieurs qui font de l'éolien disent qu'ils sont compétitifs, et bien qu'ils vendent au prix de marché et qu'ils se débrouillent. On verra bien. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Sans préfixe. Voilà. Ça, c'était l'essentiel. Je pense qu'il faut prendre ces différents points. Vous en avez peut-être d'autres à ajouter, mais je pense qu'il ne faut pas se laisser berner aujourd'hui. Hein. Le en même temps est quelque chose qui est assez populaire, comme vous le savez. Hein? Voilà. J'aurais voulu dire peut-être aussi au passage, une seconde, je vous en prie, Jacques, vous aurez un mot sur l'hydrogène. On parle beaucoup d'hydrogène comme
qu'est-ce que c'est que l'hydrogène? L'hydrogène, c'est pas une énergie disponible, c'est comme l'électricité, un vecteur pour transmettre de l'énergie. Le problème de l'hydrogène, c'est qu'aujourd'hui, on l'extrait du gaz et on en extrait des quantités extrêmement importantes pour le chauffage, le gaz de ville, etc., mais également pour la chimie. Dites-vous bien que le principal débouché de l'hydrogène aujourd'hui, c'est la fabrication d'engrais. Donc tout ça est extrêmement polluant puisque ça vient du gaz dit naturel. Il y a encore une plaisanterie des écolos d'appeler ça naturel. On n'a jamais parlé de pétrole naturel. Mais, bon. Bref, l'hydrogène est extrait du gaz naturel. Or, c'est un produit extrêmement utile. Bon, on nous amuse en disant que ça va servir dans les voitures. Je vous démontrerai que ça ne sert à rien. Mais par contre, pour la chimie, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, il convient de pouvoir produire proprement de l'hydrogène. Et comment? La méthode, elle est bien connue, c'est dans tous les manuels à l'école, on a tous appris ça, c'est de faire de l'hydrolyse de l'eau, et avec ça, on va obtenir de l'hydrogène. Bon, pour ça, il faut de l'électricité. Alors, évidemment, nos écolos disent, mais on a nos éoliennes, ça va très bien. Surtout quand il n'y a pas de vent, ça va bien produire. Et un électrolyseur, c'est quand même un truc qui coûte très cher, et c'est un investissement, le faire tourner à 20% du temps, je doute que ça puisse être compétitif. Donc l'un des grands débouchés aussi d'avenir, et on en a besoin, de l'hydrogène pour la chimie, et l'une des façons de le produire, ça passe bien par le nucléaire. C'est le nucléaire, bah oui, bien sûr. Ça paraît très, très, très important. Ne nous laissons pas abuser par les énergies renouvelables pour produire de l'hydrogène. C'est réellement, c'est se foutre la gueule du monde. Vous le direz bien. Ça c'est clair. Voilà. Alors, je voudrais terminer par un cocorico, parce que je crois que sans être naïf, on conçoit bien que si on veut développer l'énergie nucléaire en France, il faut quand même qu'on remette un peu d'ordre dans notre industrie. Et on en a besoin. Vous savez que notre industrie est quand même très faiblarde en France. Je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre. Quel est le pourcentage, si on fait le classement en Europe du pourcentage de l'industrie dans le PIB, vous savez où on se classe en Europe? On est à 10-11%, c'est pareil. 11%, on est au niveau de la Grèce. Ouais, on est en bas de l'échelle. On est tout à fait en bas de l'échelle. Donc il est temps de se retrousser les manches. Je pense qu'on a toutes les compétences aujourd'hui, à une condition, c'est qu'on ait un gouvernement qui fixe des axes en disant voilà ce qu'on va faire, voilà les objectifs, voilà ce qu'on va faire pour le nucléaire, de façon à ce que les investisseurs, qu'ils soient privés ou autres, ou l'Europe ou n'importe quoi, aient confiance en disant il y a un programme qui est solide, on va y arriver à telle échéance, et à partir de ce moment-là, les capitaux seront disponibles, et surtout, il y aura des étudiants qui vont aller étudier, parce que c'est pas trivial de faire du nucléaire, hein, c'est pas une fabrication de sacs à main ou de textile, c'est autrement plus compliqué. Et aujourd'hui, il y a une pénurie d'ingénieurs. Donc, pour que les jeunes s'intéressent au nucléaire, il faudrait peut-être qu'ils aient confiance. Et aujourd'hui, ils n'ont pas confiance. Donc là, on a un vrai problème. Donc ce qui importe beaucoup, c'est également que ce gouvernement trace une ligne, que ce soit quelque chose de crédible, qu'on comprenne où on va. S'il y a des difficultés en cours de chemin, il y en aura. On sait comment on peut faire pour les surmonter, etc. Mais c'est ce qu'a fait un pays comme la Corée. La Corée, il y a quelques années, après la guerre de Corée, il y avait un champ de ruines. Regardez où ils en sont aujourd'hui. C'est incroyable. Mais ils ont, dès le début, mis en place des plans de manière très intelligente et pas par pas, les uns derrière les autres, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est quand même incroyable, ce pays. Ils sont numéro 1 ou numéro 2 dans le monde en électronique. En bagnole, ils sont en train de nous doubler. Enfin, c'est fabuleux. C'est un petit pays de merde, quoi. Il n'y a rien là-dedans. J'espère qu'il n'y a pas de Coréens dans la salle. Non, mais il n'y a rien. Ils n'ont pas de fromage, il n'y a pas de vin, ils n'ont pas de vache, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien du tout. Donc voilà. Donc je pense que ce qu'il faut dire, que je pense que tous les éléments peuvent être réunis. Il ne faut pas perdre histoire, il ne faut pas perdre espoir. Vous savez, finalement, on vit dans un monde formidable. Imaginez que tout aille bien, qu'est-ce qu'on s'emmerderait. Oui, c'est pas faux. On vit dans un monde merveilleux, en pleine mutation, où rien n'est définitivement écrit. Je crois qu'il faut qu'on ait le moral, qu'on aille de l'avant, et avec des gens comme vous, on va y aller. Hein. Parfait.
Ah oui, oui, oui. Alors, merci Jacques. Alors, Florent, peut-être que ce serait peut-être mieux que tu viennes à ma place pour la longueur du fil. Je peux changer de place. Oh, c'est comme si vous voulez. Et alors, j'en profite de cette petite transition pour dire qu'effectivement, sur la question du nucléaire, par exemple, et sur la question des SMR, bon, c'est les enfin c'est les petits réacteurs. Vous avez fait allusion à ceux qui équipaient le Charles de Gaulle, mais aussi nos sous-marins nucléaires. Se pose du coup la question d'Alstom. Ouais. Et de la vente d'Alstom et de nos turbines Arabelle, voilà, le scandale de la vente d'Alstom à l'étranger, à General Electric, notamment des Américains. Mais ils vont mal. Alors on va essayer de les racheter. Enfin, vous voyez, on a vendu pour racheter. Enfin, vous voyez, enfin, là encore, c'est un pur scandale. La question des SMR, Dunkerque, je prends un témoin, Jean, mais tu pourras peut-être intervenir tout à l'heure, Jean. Je prends un témoin, Jean Casier. Il y a sur Dunkerque, enfin, sur le Tyrol dunkerquois, enfin sur le bassin d'emploi, voilà, avec la centrale nucléaire qui est quand même là depuis un sacré bout de temps, et avec toutes les filières de sous-traitance industrielle qui existent, il faudrait qu'effectivement, si on veut une véritable diversification industrielle, la question de la R&D, de la recherche sur la question des SMR, et avec les entreprises que nous avons, de la capacité que nous pourrions avoir en installant une industrie nucléaire qui fabriquerait les petits réacteurs ici sur le littoral dunkerquois, on aurait là une piste de réindustrialisation neuve, performante, qui pourrait, pour des décennies, nous apporter une richesse supplémentaire, une attractivité supplémentaire, enfin véritablement, là, d'avoir une perspective de renouvellement qui me paraîtrait tout à fait intéressante. Tu voulais dire quelque chose? Une toute petite précision qui me semblait en complément de ce qui vient d'être dit sur 2 points. Tout d'abord, la question de l'hydrogène vert. On nous dit on va faire de l'hydrogène avec des éoliennes. On l'a dit, mais le facteur de charge, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la productivité d'une éolienne par rapport à sa capacité de production, est de 25%. Donc elle produit un quart de ce qu'elle pourrait produire si elle produisait tout le temps. Si on produisait de l'hydrogène avec des éoliennes, on aurait une déperdition du fait que le facteur de charge est de 25%, mais on a une double déperdition. C'est-à-dire qu'en fabriquant de l'hydrogène avec de l'éolien, on a aussi une déperdition de la rentabilité de la fabrication de l'hydrogène qui ensuite se retransforme en électricité, où on a une 3e déperdition. Pour les grands spécialistes, en fait, on a une première déperdition parce qu'on est à 25% de facteur de charge, une seconde déperdition parce qu'entre la production d'électricité et l'hydrogène, il y a une perte en ligne, et ensuite une nouvelle perte en ligne quand l'hydrogène se retransforme en électricité. Je me trompe ou je me trompe pas? Bon. Donc, il ne peut y avoir qu'une centrale nucléaire qui a un facteur de charge de 90% en moyenne, si on prend une centrale nucléaire qui marche bien, 80-85%, pour fabriquer de l'hydrogène vert. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je voudrais rebondir sur ce point parce qu'il est essentiel. C'est la question de la pilotabilité du nucléaire. Alors ça, c'est vraiment très important. Parce que c'est l'argument qui est utilisé par nos adversaires pour nous dire on va faire un complément nucléaire-éolienne. En disant, mais les centrales nucléaires sont pilotables. Et donc, en fait, il y a des gens, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y a des personnes, des ingénieurs qui disent mais on peut varier l'électricité d'une centrale nucléaire de telle manière qu'on peut le compléter avec l'éolien. Sauf que vous avez bien compris que, en réalité, moi, de ce que j'ai compris de la pilotabilité des centrales nucléaires, c'est qu'on peut baisser la production d'une centrale nucléaire pour permettre à l'éolien de rentrer en priorité dans le réseau électrique. C'est ça que j'ai compris. Et j'ai pas compris qu'on pouvait utiliser une centrale nucléaire en complément lorsque le vent tombait et qu'on avait un pic de consommation. Eh bien, quand on a un pic de consommation, on ne peut pas augmenter aussi rapidement que ce qui est dit la productivité d'une centrale nucléaire. En gros, une centrale nucléaire, ça ronronne, ça nous fait une production électrique de base. Et ensuite, l'éolienne, si elle ne produit pas d'électricité et qu'on a un pic de consommation parce qu'il fait froid, etc., on est bien obligé d'utiliser la centrale à gaz. On ne pourra pas utiliser la centrale nucléaire. En revanche, vous avez bien compris que c'est pour permettre de baisser la production nucléaire, pour permettre aux producteurs d'éoliennes
qui ont un prix garanti priorité dans le réseau, une électricité d'origine éolienne qui est subventionnée à 83 € le mégawattheure. Non mais, c'est juste pas possible. Donc j'attire votre attention, pardon, et je finis, je vous laisse la parole. La parole est à Florent. Non, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut faire très attention de la question du caractère en même temps qui nous est promu par Emmanuel Macron en disant il faut des énergies nucléaires et du renouvelable, parce que en réalité, cette solution, c'est une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et c'est en fait la promotion de l'industrie allemande. Tout à fait. Merci Fabien vous pour cette répondrez précision. après. Vous voulez intervenir, mais vous répondrez après. Très bien. Je voulais simplement dire qu'il y avait l'aspect capital d'une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, ce sont des sommes considérables qui sont investies. Dans la mesure où ça ne tourne pas à plein, le prix de revient monte très fort. Et, oui. Et là, les écolos sont ravis en disant, vous voyez, c'est pas bon marché. Tout à fait. Merci. Vas-y. Je me présente, hein. Moi, je veux quand même vous remercier par rapport à toutes les informations que vous nous fournissez à travers vos ouvrages, à travers les vidéos également qu'on peut trouver sur YouTube. C'est parce qu'en fait, moi, il s'avère qu'il y a 1 an ou 2, j'étais pas au courant de toutes ces informations. Aujourd'hui, je le suis parce que j'ai été confronté à ce projet. Moi, je suis Florent Collier, je suis un simple enseignant d'EPS. J'ai été président d'un club de kite il y a quelques temps. Et c'est en n'étant plus dans ce club que j'ai pu prendre la parole, parce qu'il s'avère que les personnes que je côtoie encore qui sont dans des associations ne prennent pas la parole. Parce qu'il y a une certaine peur des gens qui nous gouvernent en fait. Moi, ce qui m'a amené à ce projet-là, à m'informer sur ce projet de Dunkerque en particulier, c'est le fait d'assister à une réunion de débat public où j'ai découvert les détails du projet. Et j'ai découvert qu'on allait mettre sur la plage de Dunkerque, Dunkerque est déjà quand même bien industrialisé, avec je crois que c'est 14 sites Céveso. On allait mettre un projet d'industrie, pas un projet de champ, de parc. Là, je pense qu'aussi le vocabulaire est important. On parle de champ et de parc, c'est pas pour rien. Voilà, de ferme, voilà, exactement. C'est bucolique. Alors que si on dit site industriel, usine industrielle, ça déplaît beaucoup plus. Donc je pense qu'aussi il faut savoir remettre le vocabulaire à sa place. C'est important quand on parle de ces problèmes-là, d'utiliser le bon vocabulaire. C'est pour ça que j'insistais souvent pour dire un site industriel qui va venir fermer notre espace naturel qu'on avait. Donc moi, c'est vraiment en apprenant les détails de ce projet. Je rappelle, c'est 46 éoliennes de 300 mètres de haut, 46 tours Eiffel, à 10 km de la plage. Donc moi, j'ai vraiment reçu un choc ce jour-là. Je me suis dit, c'est pas possible. On a déjà eu l'expérience aussi, moi, ce que j'étais aussi en contact avec le club de kite du terminal Métanier. On a été subventionné. On a eu tout l'argent qu'on demandait pour qu'on puisse un peu fermer notre bouche et que tout se fasse tranquillement à Dunkerque, que tout le monde est servi. On a déjà connu ça avec le terminal Métanier et il s'avère qu'au final, les emplois ne sont pas forcément à la hauteur de ce qui avait été annoncé et que le gaz, il augmente. Alors on nous avait promis que le gaz allait baisser avec ce terminal Métanier, etc. Donc voilà, on arrive au débat public, je découvre ça, je découvre ce premier choc visuel. Et je me dis, ça, c'est pas possible. Il y en a un dans ceux qui ont décidé ça, il y en a un qui a pété un câble, il y a un truc qui n'a pas fonctionné correctement dans sa tête, là. Et comment ça se fait que les autres qui ont décidé avec lui n'ont pas réagi non plus? Pourquoi nos élus n'ont pas dit, mais attendez les gars, vous faites quoi là? Moi, Dunkerque, je suis le maire de Dunkerque, il n'y a pas question qu'on sacrifie l'espace naturel qui nous reste. Je pense à l'ouvrier qui va travailler toute la semaine à Arcelor, et il aime bien profiter un peu d'espace naturel le week-end. Et pouf, on vient lui bloquer son espace naturel. Donc ça a vraiment créé un électrochoc en moi, et je me suis dit, bon bah là, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. On a lancé la pétition, on a créé un petit peu le collectif par la suite, et l'association ensuite, pour pouvoir avoir un peu plus de poids. Parce que quand on s'est informé un petit peu sur les détails du projet, on a découvert plein de choses aberrantes. Enfin moi je le savais un petit peu parce que c'était dans une zone Natura 2000. Et quand j'étais président du club de kite, on me dit attention, vous voulez organiser des événements à Dunkerque, on est en zone Natura 2000, faut pas déconner. Hein. Attention, vous risquez de mettre en danger des espèces protégées, patati patata, donc vous voulez faire votre événement de kitesurf, vous allez devoir me remplir ce dossier-là. Et bien sûr, vous me dites que votre événement ne va pas créer ni perturber la moindre espèce qui est présente sur le site. Donc on a dû se taper ça, etc. Mon expérience de président de club de kite m'a aussi amené à remplir des dossiers de demande de subvention. J'ai découvert aussi que sur le projet financier des éoliennes de Dunkerque, on avait un projet qui coûtait 1,4 milliard. Donc
le premier choc qui m'est arrivé, c'est 1,4 milliard. Non mais attendez, 1,4 milliard, qu'est-ce qu'on peut faire avec 1,4 milliard sur Dunkerque au lieu de construire des éoliennes? Est-ce qu'on ne pourrait pas continuer la rénovation des bâtiments qui sont des passoires énergétiques? Et je pense que si tout le monde percevait une aide, on n'arriverait même pas à 1,4 milliard. Donc je pense qu'il y a quand même des priorités absolues, ne serait-ce que la base. Je pense à Jean-Marc Jancovici qui en parlait. La base, c'est commencer par bien isoler les bâtiments, trouver les bons systèmes de chauffage. Apparemment, le gaz n'est pas si efficace que ça au niveau des systèmes de chauffage. Je parle sous votre, sous votre couvert. Voilà, donc apparemment, le meilleur système reste la pompe à chaleur aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce qu'on n'investit pas cet argent là-dedans? Et puis je me suis informé au fur et à mesure. J'ai découvert que c'était quand même très compliqué de parler à nos élus. Parce que quand on allait voir nos élus, on faisait une fin de non-recevoir. Bah non. Ou alors, oui, nos élus au pouvoir qui décident. Ah, Voilà. les élus au pouvoir. Voilà, c'est vrai que Claude me reprend souvent parce que je parle des élus en pensant aux personnes qui sont les décideurs aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans les élus, il n'y a pas que des décideurs, effectivement, il y a des élus d'opposition. C'est pas faux. Merci de me reprendre. Mais c'est vrai que face aux élus qui sont au pouvoir, il était compliqué de parler parce qu'à chaque fois, on me ressortait des arguments qui n'avaient ni queue ni tête. Et effectivement, tu en as parlé tout à l'heure, à chaque fois, on nous sort des aberrations et qui ne passent plus une fois qu'on s'est informé. Peut-être que le tout venant va dire « Ah oui, c'est vrai que les éoliennes, ça va permettre d'avoir l'hydrogène vert. C'est super, c'est génial, il est génial ce merde, donc on continue. » Sauf que nous, le fur et à mesure de mon investissement, de cet épisode du projet des éoliennes en Dunkerque, m'a amené aussi à m'informer et puis à comprendre que tout ce qu'on nous racontait, c'était pas si vrai que ça, que les politiques avaient une certaine violence envers nous, et je pèse mes mots en disant ça, parce que quand on va les voir et qu'on nous parle comme à des imbéciles, que je n'étais plus, parce que je me suis informé et j'ai appris un petit peu tous les tenants et aboutissants de l'énergie sur le secteur, mais aussi en France, et je pense que c'est un problème national, mais aussi à Dunkerque, puisque le maire avait comme l'ambition de se vanter d'être le premier pôle énergétique en Europe, et je me disais, mais si on n'arrête pas, il vaudra devenir le premier pôle mondial, et puis il va raser toutes les dunes qui nous restent à droite, et on mettra la première centrale photovoltaïque la plus grande du monde. Bon, allons-y, quoi. Mais qu'est-ce qui va nous rester de notre espace naturel? Qu'est-ce qui va nous rester de notre démocratie? Et là aussi, c'est important parce que j'estime qu'on nous vole notre démocratie là-dessus. À chaque fois, on va voir les élus, à chaque fois, on nous dit « Non, vous êtes gentils, oui, je vous ai reçu, maintenant, vous êtes rentrés chez vous, et puis au revoir, on en reste là. » Et donc, c'est pour ça qu'on a tout doucement développé. Il y a de plus en plus de personnes qui sont venues au sein de notre collectif, puis de notre association aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 7900 signatures, c'est pas rien. Je pense que c'est plus que les habitants de Bray-Dunes, c'est plus que les habitants de Lefrancouc, qui seront les premiers impactés par ce parc, puisque ce sera vraiment face à eux. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où on ne peut plus nous raconter n'importe quoi. Je pense qu'il y a encore un combat à faire, puisque au niveau des... je me rends compte quand même tous les jours qu'en discutant avec les personnes de mon entourage, tout le monde n'est pas aussi informé que moi. Et je pense que là aussi, c'est un travail de chacun. Je pense qu'il faut que chacun d'entre nous aille voir, discute un peu avec son entourage de ces problèmes-là. Je pense que quand je reviens sur les chiffres que je ne vais pas terminer tout à l'heure sur la subvention, quand on a un projet à 1,4 milliard et qu'on découvre après qu'il y a une subvention de 2 milliards d'euros, je me dis mais il manque quand même 600 millions d'euros là. Et même avec un débat public à 1 million d'euros, là aussi on se demande où est-ce qu'il va l'argent. J'ai découvert que c'était des entreprises de Paris, de Marseille qui touchaient l'argent. Il me semblait quand même qu'il y avait des entreprises à Dunkerque qui étaient capables de faire tout aussi bien. Pourquoi est-ce qu'on fait appel à des entreprises qui sont délocalisées? Donc tout ça, c'est des questions qu'on pose, mais on n'a jamais de réponse à tout ça. Donc c'est pour ça que plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a vraiment une violence démocratique, enfin pas démocratique, mais une violence des élus en place qui nous écoutent pas, qui nous dénigrent, qui nous dit, qui répondent aux médias qui veulent bien les écouter qu'on n'est rien du tout, qu'on raconte que des fausses informations, alors qu'en fait, comme disait Jacques Chirac, c'est celui qui dit qui est. Celui qui dit les fausses informations, c'est souvent celui qui dit fake news, etc. Donc il faut apprendre aussi à se méfier des fake news dont ils veulent faire entendre raison à leur profit, alors que finalement c'est certainement eux qui en annoncent le plus. Donc voilà, c'était pour faire rapide, je ne vais pas prendre plus de temps que ça. Nous, on a quand même découvert un petit peu des choses qui étaient aberrantes en tant que citoyens.
On est dès le début resté apolitique parce qu'on ne voulait pas rentrer non plus dans le jeu des politiques. Moi, je pense que comme beaucoup de citoyens français, on est un petit peu dégoûté des élus politiques qui nous gouvernent. On essaye d'agir en citoyen et je pense que, comme le disait tout à l'heure notre intervenant, les politiques vont écouter si le vent tourne. Je pense que, comme le disait également Fabien, le vent tourne. Il est très optimiste. Je ne suis pas aussi optimiste que Fabien, puisque je suis peut-être un peu plus en contact des personnes qui sont encore au pouvoir. On est un jour au pouvoir, un jour on ne l'est plus. Je pense qu'il faut aussi savoir écouter les habitants, et puis que si on veut garder la tête haute et puis rester digne, il faut prendre les gens sans les prendre de haut, les écouter, et puis leur permettre aussi de choisir. Je pense que le problème aujourd'hui, le plus important, c'est le choix. On n'a pas le choix. On prend ça dans la tronche, on conteste, on met en avant des arguments juridiques, on dit vous êtes bien gentil, vous repartez chez vous. Je pense que la violence, elle est là. Elle est là dans le sens où on n'a pas le choix et qu'on doit la fermer, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on essaye, nous, en tant qu'association, de continuer à informer. Notre premier objectif, c'est d'informer les gens. Et puis ensuite, on va essayer d'attaquer en justice les projets s'ils sont validés. Puisqu'à Dunkerque, on a encore la chance d'avoir un projet qui n'est pas validé par le préfet. On va encore le voir à la fin du mois pour montrer qu'on est présent, qu'on est bien au courant de toutes les informations que les intervenants nous ont données ce soir, mais qui sont encore bien plus nombreuses que... Je pense qu'on n'aura jamais le temps de faire assez de conférences pour reconnaître toutes les informations à ce sujet. Mais c'est vrai qu'il est important de continuer à informer et puis d'agir en justice maintenant, puisqu'il n'y a que ça que nos élus veulent bien comprendre. Et encore, ils écoutent peut-être quand ils sont en prison. Donc c'est ça qui est vraiment dommageable et puis qui est regrettable et qui fait que nous on garde le combat actif et puis on reste à chaque fois vigilant, parce qu'il faut être vigilant par rapport à... il y a une interview de Patrice Vergrit sur France Inter, sur des chaînes nationales, et puis je pense qu'il est important derrière de montrer aux personnes du secteur, attention, ce qui est dit là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et pourquoi nous, avec nos sources, parce que nous on fait l'effort d'avoir tout le temps des arguments sourcés. Et quand on fait ça, on se rend compte en face, il n'y a pas de source. Donc voilà, je pense que la démarche citoyenne, elle est là. Et je pense qu'il faut que chaque citoyen commence à en parler à son entourage, l'invite à se documenter avec tous les documents qu'il y a aujourd'hui. Je pense aux ouvrages, mais aussi aux vidéos internet pour les plus jeunes, parce que c'est vrai que les plus jeunes, moi qui suis enseignant, je vous le dis, ils ne vont pas lire les livres. Mais si on peut les amener à lire, regarder sur les réseaux sociaux des vidéos, je pense que Fabien, t'attaches bien d'entamer le sujet là-dessus. Ça peut aussi les intéresser, et puis bon, même si les jeunes c'est plus difficile de les intéresser, je pense que les personnes qui sont actives vont quand même être sensibles, les personnes qui sont amoureux de leur littoral le feront, et je pense qu'il faut continuer là-dedans. Donc nous on est présents aussi pour les actions en justice, pour continuer là-dessus, et voilà, je m'arrêterai là par rapport à notre démarche de vent debout. On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, on n'a pas encore écrit d'ouvrage, mais on fait des petites vidéos comme ce soir, et puis on essaie de continuer à informer les gens, et on invite aussi tout le monde à continuer cette démarche d'information sourcée, et puis de montrer qu'on est présent, qu'on lâchera rien. Et je pense que à partir de là, les élus vont commencer à nous écouter. On disait tout à l'heure que répéter sans cesse, c'est un peu le but qui va à un moment faire changer la tournure des personnes qui nous dirigent, quoi. Voilà. Merci Claude, merci aux intervenants ce soir de nous avoir laissé la parole. Alors, merci Florent. Effectivement, il y a une pétition qui existe, qu'on peut trouver sur Vent debout 59 et elle est signée. Donc, mais je pense que tout le monde ici a dû la signer. Donc, la signer et n'hésitez pas à faire signer. Alors, tu as dit, je crois, deux choses tout à fait importantes, Fabien. Florent, pardon, dans ton propos. C'est la question démocratique. Parce que je crois qu'on doit absolument lier la question de l'énergie à la question démocratique. On regarde des enjeux, des implantations, des investissements. Enfin bon, ça peut pas se faire en dehors de l'approbation des citoyens, de leur information et de l'existence d'un véritable débat. J'ai eu l'occasion d'échanger longuement là-dessus avec François Bayrou, haut commissaire au plan, parce qu'il a rédigé, il y a quelques mois, un rapport tout à fait intéressant sur la question de l'électricité et de l'énergie. Et où il dit des choses quand même qui sont tout à fait... qui méritent d'être lues, et qui met en avant l'articulation de la question énergétique et de la question démocratique. On voit bien que là, il y a une faille dans notre fonctionnement. Tu as parlé de violence, et effectivement, c'est vrai. On le voit bien aujourd'hui, il suffit de poser une question au conseil municipal ou au conseil communautaire. Le mépris et l'arrogance avec laquelle on est renvoyé dans nos 22 comme étant de véritables arriérés ne comprenant rien à rien, ou le simple argument qui nous est opposé, c'est un argument d'autorité en fait. Voilà. C'est moi le président, donc c'est comme ça.
certes, mais une fois qu'on a dit ça, en réalité, on n'a rien dit du tout. Mais on a surtout montré quelque chose plutôt. Et puis, il y a autre chose sur lequel je crois que c'est important, c'est le droit au beau. Le droit à la beauté. Natacha Polony écrit des choses là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, le saccage de nos paysages, ce n'est pas rien dans l'imaginaire d'un peuple, dans l'idée qu'on se fait de notre propre pays. On l'imagine, on se le représente avec ces paysages qui sont issus de siècles du travail des hommes et qui ont bien souvent rien à voir avec la nature en réalité, mais tout avec la culture. Et c'est quand même là aussi quelque chose d'important. Et j'écoutais Jean Covici, on y a beaucoup fait allusion, et il a fait un calcul. Il dit si on devait avoir l'électricité nécessaire en France, 100% éolienne, pour tout, pour ce soir ici, pour nos usines, pour tout, il faudrait qu'il y ait aujourd'hui une éolienne chaque kilomètre sur tout le territoire. On parlait tout à l'heure du rapport espace, puissance produite, superficie, artificialisation. Évidemment. Donc on voit aussi qu'il y a là des enjeux qui sont aussi des enjeux de nature profondément culturelle. Et qui sont loin d'être négligeables, ces enjeux-là. Ils sont aussi extrêmement importants parce qu'ils touchent à l'imaginaire des peuples, ils touchent à la sensibilité des hommes et des femmes. Et ça, c'est aussi un enjeu important, parce que est-ce qu'on peut accepter perpétuellement de voir notre pays, de voir un pays être saccagé au nom d'une idéologie fondamentalement, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et donc ça sous-entend des questions de nature politique, voire même de philosophie politique, parce qu'il y a des endroits dans le monde où ça s'est produit. Donc voilà. Alors ça va être question des jeux et des réponses, des interventions. Je sais que certains d'entre vous veulent intervenir. Donc c'est le moment de poser les questions. On a encore une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Donc on a plus que le temps de poser quelques questions. Si vous souhaitez intervenir, si vous avez des choses à dire. Alors, oula. Je vois une main dans le fond qui... Alors, à ce moment-là, parlez bien fort. On n'entend pas. Alors attendez, enlevez le masque, et puis peut-être qu'avec le micro, ça va peut-être marcher. Alors là, j'ai pas une source. C'est mon combat. Ça fait 12 ans que je combats. Depuis donc 2008. Il y a un effet d'Arsène là. Vas-y. Allô. J'ai d'abord combattu les éoliennes sur terre. 13 éoliennes. 800 mètres de chez moi. J'ai gagné. Ensuite, j'ai combattu la corruption dans l'éolien. 250 plaintes pour prise illégale d'intérêt. Le service central de prévention de la corruption en 2014 a émis une alerte. Les promoteurs éoliens ont essayé de changer la loi sur les prises illégales d'intérêt en envoyant un courrier à l'Assemblée nationale. Courrier que j'ai eu, que j'ai fait fuiter dans la presse. Le projet a été annulé. Alors ils ont supprimé le service central de prévention de la corruption. Ensuite, il y a eu les projets d'éoliennes en mer avec les tarifs de rachat que j'ai dénoncés. J'ai réussi à obtenir un amendement gouvernemental pour baisser les tarifs de rachat. Ils devaient les mettre à 80 € le mégawattheure. Finalement, avec la pression de Nicolas Hulot, Macron a cédé à 180 € le mégawattheure. Ce que je veux vous dire, c'est que je combats depuis 12 ans. Je ne veux pas faire l'ancien combattant. Tu en parlais tout à l'heure. Nous, il y a 12 ans, à la campagne, il y avait 20 personnes dans les réunions. On était des parias. On était des parias. Hier soir, j'étais à Bory-Saint-Rictrude, dans le Pas-de-Calais. Boiry-Saint-Rictrude. Il y avait 200 personnes. Il y avait 3 conseillers généraux. Il y avait les élus. L'autre jour, j'étais dans l'Indre. Il y avait le maire de Maron, un village. Au premier rang, tous les adjoints, tout le maire avec un conseiller général, un député. L'autre jour, j'étais à Échauffour, là où il y a un camarade qui ne peut plus dormir. Il y avait un député. J'ai été
invité à l'Assemblée nationale faire une conférence devant 30 députés par une députée macroniste. Je suis invité par des députés LR, je suis invité par... Bientôt, il va y avoir une conférence, un colloque à l'Assemblée nationale. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a 12 ans, les conditions d'optimisme dans lesquelles jamais on avait avancé aussi vite. Il y a une accélération de l'histoire. De toute façon, je vais vous dire, je suis optimiste pour la raison suivante, parce qu'on a parlé du débat sur la taxonomie tout à l'heure. Pour revenir sur le débat sur la taxonomie, j'ai un petit peu de temps, 2 secondes. Hein. La taxonomie, c'est quoi? C'est l'Union européenne qui va fixer la liste des activités considérées comme vertes. Donc ils ont mis évidemment les éoliennes, puisqu'en fait, la Commission européenne est inféodée au lobby éolien allemand. C'est ce que j'explique dans mon livre, au chapitre 10, comment l'Allemagne fait pour empêcher que la France n'intègre le nucléaire comme activité verte et décarbonée. Donc les Allemands font tout pour... Mais heureusement, là je suis un petit peu plus optimiste, on voit quand même que Bruno Le Maire, vraiment il mouille la chemise. Là-dessus, on ne peut pas dire, il bosse. Barbara, elle bosse dans l'autre sens. Alors c'est un peu embêtant parce que vous avez un pied à droite qui milite dans un sens pour les Allemands et puis vous avez un pied à gauche qui milite pour la France, quoi. Donc c'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on a des collaborationnistes actuellement au pouvoir qui empêchent et qui prônent un modèle allemand. Mais pourquoi je suis optimiste? Parce que il ne faut pas oublier une chose essentielle, c'est que la communauté économique européenne qui a été créée, donc l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été créée en 1957 avec le traité de Rome. On l'a oublié, communauté économique européenne. Et le même jour, on a signé un autre traité qui s'appelle la communauté européenne de l'énergie atomique, autrement appelée Euratom. Et en fait, c'est sur le fondement de l'industrialisation de l'énergie électrique atomique ou nucléaire que l'Union européenne s'est créée. Et donc, en réalité, comme l'Union européenne ne peut pas exploser comme ça du jour au lendemain, c'est inéluctable que la France intègre le nucléaire dans les activités vertes. Si le nucléaire est intégré dans les activités vertes et décarbonées, quel est l'intérêt de faire de l'éolien allemand? Il n'y en a plus, puisque le nucléaire est décarboné. Donc, le sens de l'histoire, surtout si... Alors, par contre, si demain, le nucléaire n'était pas intégré dans la taxonomie, alors là, je ne vous raconte pas. Alors là, je suis optimiste dans un autre sens, parce que ça va tellement être le foutoir dans l'Union européenne, qui risque même d'exploser, que de toute façon... Donc, en fait, les Allemands jouent un jeu tout à fait dangereux avec leur lobbying contre le nucléaire français, parce que d'un côté, ils déstabilisent l'Europe, et de l'autre côté, ils renforcent le nucléaire français. Et moi, je dis qu'en réalité, le modèle énergétique allemand, il est quand même pourri, puisqu'ils nous émettent des particules fines. Alors moi, je vais vous dire, je suis tellement optimiste, puisque là, on voit bien qu'Emmanuel Macron a réhabilité le nucléaire hier. Hein. Il a dit qu'on allait construire... Il n'a pas dit le nombre de PR, hein, ça peut être 10. Hein. Mais soit on met, je sais pas, des droits douaniers à l'Allemagne qui nous balancent ces particules fines et sa pollution. Je vois pas pourquoi ils ne paieraient pas, parce qu'en fait, ils nous balancent quand même. La France reçoit tous les particules fines des usines au charbon et à la lignite allemande. Hein. Donc, moi, ce que je propose, c'est une contribution allemande à la pollution française, ou alors ils nous achètent, ou alors, deuxième option, ils nous achètent des EPR pour éviter qu'on reçoive leur centrale au charbon. Donc en réalité, non, mais en réalité, je suis assez optimiste, parce qu'en fait, on va développer notre industrie nucléaire, alors, sauf s'ils achètent américains, en Allemagne, puisque la Pologne est en train de le faire. Eux, ils sont à 600 grammes par kilowattheure produit. Donc en réalité, de tout ça, c'est vrai que quand on est dans le projet à Noirmoutier, on a un temps, le temps du momentum, de votre moment, avec votre administratif, une sorte de, on a ce sentiment de spirale infernale, de train fantôme qui avance et qu'on ne peut pas arrêter.
Et ça, vous êtes en train de le vivre localement comme nous, on le vit à Noirmoutier. C'est exactement la même chose. Vous, attendez, je suis assez optimiste pour vous, hein, parce que vous en êtes que même pas à l'enquête publique, pas encore. Donc vous n'avez même pas encore l'autorisation d'exploiter, et vous n'êtes pas encore allé en justice. Nous, à Noirmoutier, on a perdu en cour administrative d'appel, et on est au Conseil d'État, et on a perdu une partie du Conseil d'État. Et regardez à Saint-Brieuc, ils ont tout perdu les recours, et ils ont du granit qu'ils n'arrivent pas à creuser, les autres. Hein. Ils en sont à 3 trous en quelques mois, et ils sont partis jusqu'au mois de mars. Ils n'y arrivent pas du tout. Donc, si vous voulez, c'est quand même un bourbier, ces éoliennes en mer, politiquement parlant, je veux dire. C'est pour ça que je n'ai pas de source à vous donner, mais je n'ai qu'à vous envoyer un bain d'optimisme, de combativité. Vous voyez? C'est ça que je veux vous faire passer. En réalité, vous n'êtes pas seul. Il y a 1800 associations anti-éoliennes en France terrestres. Il y a toutes les associations. Moi, je vais à La Rochelle, vendredi soir, je suis à La Rochelle. Même réunion qu'ici, à La Rochelle, pour le parc prévu au large d'Oléron. Et il y a tout le combat que nous menons politiquement avec, je ne vais pas dire parce que c'est filmé, mais avec des personnalités de plus en plus éminentes, de plus en plus proches du pouvoir, même proches d'Emmanuel Macron, pas simplement Stéphane Bern, d'autres. Non mais d'autres, je ne peux pas tout vous dire. Et donc, je suis intimement persuadé que la raison va l'emporter. De toute façon, la France, de toute façon c'est simple, soit c'est ça, soit la France s'effondre. Et la France ne pourra pas s'effondrer. Donc on va gagner. Alors, il y a Mathéo qui a demandé la parole. Ensuite, alors Mathéo, Mathéo, ensuite, oui, il y a d'autres prises de parole après. 3. Alors, j'en profite, je vois Jean-Pierre, 4, bon, c'est bien. Pour remercier aussi, je vois, il y a pas mal d'amis de différentes sensibilités, Didier de la France Insoumise, Véronique, là, qui est là-bas, qui a demandé la parole des Républicains, il y avait notre ami Pierre qui a dû nous quitter du Nouveau Centre, Jean-Pierre du Parti communiste, de la France Insoumise, moi, je l'ai dit. Bon, donc c'est bien, ça veut dire que tout ça est très transversal et que c'est extrêmement intéressant. Mathéo. Si vous pouvez prendre le... Ensuite... J'ai pas le bras assez long, donc il faut que... Ça va venir, ça va venir. Je vais aller faire un test micro. Ça va venir. Oui, je pouvais pas, bonsoir à tous et merci d'être venus. Bon, je pouvais pas m'empêcher de faire une petite intervention et puis de poser une question par rapport au dogme énergétique qu'on a aujourd'hui, au nouveau dogme énergétique qu'on a aujourd'hui sur les énergies renouvelables, donc très large, mais aussi sur les éoliennes. D'abord, je voudrais répondre à Jacques Mazurel qui a dit tout à l'heure « Les jeunes n'ont pas foi en le nucléaire ». Bon, moi, j'aimerais dire que je suis jeune et que j'ai foi au nucléaire, surtout quand j'entends l'exposé de Fabien, qui est un peu... Fabien, tu es un peu... je voulais te souhaiter la bienvenue à Dunkerque, mais je vois que c'est pas la peine, parce que tu as déjà un esprit de corsaire. Contre vent et marée, en terre et sur mer, tu te bats contre les éoliennes. Ça, c'est l'USLD, ça. Exactement. On a place Jean Bart, on a Jean Bart avec son sabre dressé contre les Anglais, et la France a Fabien Bouglet dressé contre les éoliennes. Une question sur donc, le dogme énergétique à la lumière de deux petites choses, deux événements. La première, c'est que, certains peut-être ici s'en souviennent, j'ai été candidat donc, aux élections départementales sur le 2e canton de Dunkerque, qui est le canton qui est composé de toutes les communes concernées par le projet de parc éolien dont Florent parlait tout à l'heure. Et j'avais eu par exemple cette scène absolument incroyable d'un maire, dont je tairai le nom, que j'avais rencontré donc, sur ce canton, et qui m'avait dit que les éoliennes c'est formidable, parce qu'avec les éoliennes on va faire de l'hydrogène vert justement, et pour faire rouler les voitures. Donc c'est quelque chose d'absolument formidable. Et la deuxième chose, c'est que hier on a commémoré les 51 ans de la disparition du général de Gaulle. Et le général de Gaulle, quoi qu'on en pense, c'était au moins une chose, c'était la question de la souveraineté énergétique. Aujourd'hui, la souveraineté énergétique en France, on a nos 56 réacteurs. C'est une question, c'est un pôle stratégique déterminant pour les populations, pour nous donner de l'influence, et puis c'est vital. Et c'est remis en cause par ce dogme sur le renouvelable.
avec notre ministre préférée, Barbara Pompili, qui s'acharne dans ses projets éoliens, et puis par les idéologies écologistes, avec Sandrine Rousseau, avec laquelle Claude a débattu récemment. Décision ayant un impact environnemental doit faire l'objet d'une participation des citoyens à la décision ayant un impact sur son environnement. C'est quand même pas compliqué quand même. Donc je rappellerai à monsieur Patrice Vergriet que la charte environnementale ayant valeur constitutionnelle en vertu de la hiérarchie des normes s'impose dans sa gouvernance municipale. Il ne peut pas évoquer une forme de totalitarisme républicain où il s'imposerait, son opinion s'imposerait, alors qu'en réalité, et à Versailles on est bien placé, on a eu la séance du jeu de paume, qui n'est pas un des événements les moins importants de l'histoire de France, quand même. C'est au moment où le tiers-État se transforme en Assemblée nationale. Hein, quand même, c'est quand même pas rien. Et je suis allé l'autre jour relire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans le jeu de paume, et je peux vous dire que c'est quelque chose, quand même. Donc il va falloir rappeler à nos élus qu'on ne peut pas imposer à une population des éoliennes ayant un impact sur leur environnement sans qu'ils participent. C'est pas... Alors on vous dit, oh mais on vous fait participer, on a des séances de concertation. Oui. Où en fait on vous fait de la pédagogie pour vous expliquer que vous n'avez pas bien compris. Mais ça c'est pas de la participation à une décision. Participer à une décision, c'est participer à la décision. C'est voter. On demande un référendum d'ailleurs. Ben, le référendum est l'expression légitime de la Convention d'Aarhus. Et d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait, peut-être d'ailleurs, que tu demandes une délibération pour voter la demande en vertu de la Convention d'Aarhus. Tu argues de la Convention d'Aarhus, tu dis voilà, en vertu de la Convention d'Aarhus, il y a un projet au large de Dunkerque. Est-ce que, en vertu de la Convention d'Aarhus, là, il va refuser là, tu attaques en justice, voilà, en titre de non-respect de la Convention d'Aarhus. Peut-être qu'il y a une piste là. Voilà, je voulais dire que déjà dans le juridique, il y a des choses intéressantes à faire. Voilà, même si effectivement, malheureusement, le système, puisque maintenant on nous a supprimé les premiers degrés de juridiction, je ne sais plus, vous devez même être au Conseil d'État directement, donc, hein, c'est-à-dire que là quand même, c'est quand même hard, hein, c'est-à-dire en termes de respect du droit et des droits de recours, on est quand même dans un danger de remise en cause des fondements de la République et de la Déclaration des droits de l'homme. Eh bien, on va encore faire passer... voilà, Nicolet va encore emmerder le monde. Le collectif Néhénie m'a demandé de passer en question prioritaire de constitutionnalité. Ah, une question de... des projets éoliens. Une question de... On dépasse encore le Conseil d'État. C'est une question de constitutionnalité, tout à fait. D'agir. Alors, il y avait... Alors, hop. Ensuite, alors, donc une prise de parole. Jean-Pierre, Véronique. Il est mort? Ah bon? Donc je voulais poser une question justement. Parce que j'ai enlevé le... Vous m'entendez? Allez-y. Oui, je voulais simplement poser la question, mais vous avez en partie répondu. Je voulais simplement poser tout simplement, qu'est-ce que nous, les obscurs, les engrades, que peut-on faire concrètement à notre échelle? Vous avez réussi, vous dites que vous êtes optimiste parce que vous avez réussi pas mal de choses, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben déjà, ça qu'on fait. Alors, la première, c'est parce que j'ai quelques exemplaires, hein, c'est pas les quelques droits d'auteur, je vous le dis parce que c'est efficace, il y a 15 000 exemplaires qui ont été vendus, donc ça changera pas un de plus, un de moins. Voilà, déjà, avoir les sources d'information, 500 sources, pour que lorsqu'on discute et qu'on débatte, ce soit imparable, déjà. Vous voyez votre voisin de palier, il vous dit « Ouais, mais... » Parce qu'on lui a fait de la propagande sur telle ou telle télévision, comment on appelle ça, les télévisions 24h24, là, comment on appelle ça? Voilà, les chaînes en continu. Voilà. Je ne citerai pas de nom, parce que je suis invité parfois. Donc, je ne vais pas non plus cracher dans la soupe. Mais
avoir une information sourcée, véritable, rigoureuse est la clé. Parce que quand vous discutez avec votre voisin, quand vous voyez dans votre famille, hop, vous sortez le document, hop, vous avez un document, vous pouvez récupérer parce que tout est récupérable sur Internet. Et s'il y a un point de détail qui vous intéresse, vous pouvez comme ça le mettre en avant. Après, la bataille, elle se fait, je dirais, là, vous n'êtes pas encore en enquête publique. Donc l'enquête publique, ça va être le moment de la mobilisation. Vous allez utiliser les 8000 pétitions que vous avez pour demander aux personnes de participer, pour décrédibiliser, puisque soi-disant, il y a une acceptabilité folle. Hein. Les gens adorent, ils adorent tellement qu'ils ne veulent pas de référendum. Je dis, comment se fait-il, quand on adore quelque chose, qu'on ait peur de faire un référendum? Si tout le monde en veut, j'imagine que le référendum va donner 90% d'avis favorables aux éoliennes. Hein, j'imagine bien. Non, on a bien compris. Voilà. Donc, une mobilisation, une connaissance, et puis, je l'ai dit hier soir là où j'étais, l'utilisation des réseaux sociaux, diffusion des vidéos, Facebook, Twitter, ça peut être vraiment efficace. Mais quand on leur donne nos sources... Ah mais c'est un rapport de force. Hein. Ah non, mais ils ne croient pas, ils inventent, ils sortent de leur chapeau des chiffres dont on ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont incapables, vous leur répondez, quelles sont vos sources? Ils ne répondent pas, et parce que j'ai participé là il y a 15 jours aux premières conclusions de l'enquête sur la biodiversité. Les impacts sur la biodiversité, on s'est fait traiter de complotiste. Oh, C'est vrai en plus. Et le CNPN aussi s'est fait traiter de... Bah bien sûr, le Conseil national de la protection de la nature, autorité du ministère de l'écologie, qui est une autorité qui donne un avis préalable, alors pas pour faire n'importe quoi, pour porter atteinte aux espèces protégées. Parce qu'en fait, il faut que le préfet donne une autorisation qu'on puisse tuer le puffin des Baléares, le dauphin machin, le truc, etc., etc. Le Conseil national de la protection de la nature donne un avis très défavorable aux éoliennes au large de Noirmoutier. 13 voix contre 2. Je fais fuiter la décision dans le Figaro. Le préfet fou furieux, François de Rugy, édicte un arrêté qui supprime l'avis préalable du CNPN pour l'atteinte aux espèces protégées. Et donc, pour pouvoir agir encore, le CNPN s'est auto-saisi en juillet dernier mais il n'a pas fait une auto-saisie pour un parc éolien, il l'a fait sur la totalité au vertu des impacts cumulés. Et il l'a fait parce qu'il n'a plus la possibilité, à cause de François de Rugy, à cause des dîners au homard, non mais on revient, dîner au homard dans lequel il y avait les représentants d'Engie Green, hein, donc tout ça c'est documenté, qui étaient là, et donc on voit bien, il y a vraiment cette volonté de supprimer, et je le sais puisque j'ai eu des retours, le CNPN est à la tour de la défense du ministère de l'écologie, dans les mêmes locaux que les lobbyistes éoliens, et ils se font la guerre. Jacques, allez-y, oui. Ensuite, Jean-Pierre. Vas-y, Jacques, Ah oui. Vas-y. Et pardonnez ce jeu de chaises musicales. Vous excusez, je ne suis pas de Dunkerque, et tous vos soucis parfaitement légitimes contre le parc éolien qui est en train qui prend forme, j'espère que non, au large de Dunkerque, bon, c'est bien, mais là on est dans le négatif. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, dans cette lutte pour le climat, quelque chose de positif, qui est de montrer que le développement de l'industrie nucléaire, si on y arrivait, c'est-à-dire non seulement faire de l'électricité pour la France, mais également construire ces petits SMR dont on parle et exporter des centrales un peu partout, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là un volet positif qu'il faudrait mettre en avant, montrer quand même que bien sûr, on est contre l'éolien parce qu'on a toutes les bonnes raisons et vous les avez, mais est-ce qu'il n'est pas tout aussi important aujourd'hui de montrer
que derrière le redémarrage de l'industrie nucléaire, il y a peut-être une chance pour la France d'arrêter de stagner et de redémarrer. C'est quand même une des rares industries qu'on contrôle du début à la fin. On a toute la filière, on a la maîtrise sur l'ensemble de la filière. Il n'y a pas beaucoup d'industries qui soient comme ça aujourd'hui. Hein. Excusez-moi, mais former des ingénieurs pour faire des centrales nucléaires, c'est quand même quelque chose de très noble. Ça a une autre allure que de faire des usines à sac à main, quoi. Je sais pas, mais... Vous avez quelque chose contre le sac à main, Jacques? Bon, j'aurais pu parler... On en vend plein aux Chinois. Voilà, non, mais je voulais excusez-moi, de prendre un petit peu le contre-pied, mais je ne suis pas de la région, mais je pense réellement qu'il y a... Tout ce que vous faites est nécessaire, c'est bravo, c'est formidable, mais il faudrait ne pas oublier qu'il y a un volet positif dans cette lutte pour la défense du climat. D'autant plus qu'on a la plus grande centrale nucléaire d'Europe. En plus, oui, mais c'est peut-être parce que vous êtes saturé, là, non? Ah non, on est très vous en voulez. Ah oui. Et puis vous allez faire de l'hydrogène, et puis vous allez faire des tas de choses. Non, mais d'ailleurs, soit dit en passant, Gravelines fait partie des centrales nucléaires susceptibles de recevoir un EPR. Oui. Voilà, non, c'est une remarque, vous m'en excusez, elle est peut-être un contre-pied, mais je voulais la faire. Jean-Pierre. Merci. Je voulais évoquer le déchet nucléaire et les déchets, hein, à plus de 92%, enfin je peux me tromper, mais hein, c'était important. La France n'était plus favorable à ce projet à cause de la dissuasion nucléaire, parce qu'elle ne permettrait plus de pouvoir produire des missiles nucléaires, etc. Je voudrais savoir si cette information, elle est fausse. Et je voulais dire, puisque j'ai le micro, le maire aussi nous dit souvent que les pêcheurs professionnels, ils sont avec lui. Je peux vous dire qu'il y a 2 pêcheurs professionnels, le bateau s'appelle Astrid, qui sont absolument opposés au projet éolien. Très bien, tout à fait. Tu as bien raison de le dire. Alors, juste pour les pêcheurs, moi je suis allé voir les pêcheurs de Dunkerque. Ils m'ont dit que effectivement, c'était quand même un secteur qui était en crise à Dunkerque, hein, puisqu'ils étaient une quinzaine, je crois, il y a quelques années, ils sont plus que 8. Et ils ne peuvent pas s'opposer à de l'argent qui pourrait leur tomber dans les mains, puisqu'ils veulent vivre en premier. Et ils nous ont dit, moi, s'il faut aller faire la navette entre les touristes au parc, entre la Terre et le parc éolien, ils le feront, si ça peut leur apporter beaucoup d'argent. Bon, après, il y a quand même le responsable local qui était au niveau de la départementale du comité des pêches qui était là. Et bon, attention, parce qu'il y a quand même des conditions assez importantes et drastiques pour toucher l'argent. Donc là aussi, ils sont plus aussi sûrs qu'avant. Je pense que j'ai même eu un mail lors de la manifestation à Saint-Brieuc où il m'a dit je vais à Caen, je crois. Oui. Il y a une manifestation qui avait lieu avec tous les pêcheurs à Caen. Il m'a dit je vais à la manifestation et je reviens vers vous ensuite. Donc je pense que ça commence à se fissurer un petit peu sur les pêcheurs. Voilà, je ferme la parenthèse des pêcheurs et je laisse la parole à Jacques. Astrid. Alors Astrid, c'est ni plus ni moins que le réacteur que nous avions construit, à Crémalville, qui est ce qu'on appelle un réacteur surrégénérateur. Nous étions les premiers au monde à avoir fait une machine qui était à peu près industrielle, mais c'était encore un prototype. L'idée, c'est que ce type de réacteur produit plus de déchets réutilisables qu'il n'en consomme. D'où le fait qu'in fine, dans tout le cycle, on utilise à 90% l'uranium disponible, alors que normalement on ne l'utilise qu'à 5%. C'était Madame Voynet qui était ministre de l'écologie. Il est évident que c'était une réponse à la question des déchets, et ils ont tout fait pour que cette centrale soit arrêtée. Elle est maintenant en phase finale de démantèlement. Nous avons perdu toute notre avance. Pendant le même temps, les Russes ont construit 2 surrégénérateurs et il y en a un 3e en construction. Les Chinois en ont 2 en construction et les Indiens eux-mêmes en ont 1 en construction. Parce que tout le monde, et les États-Unis, qui avaient un peu traîné au niveau laboratoire, sont quand même très avancés, vont nous sortir quelque chose probablement sans trop tarder. Donc c'est vous dire que c'est réellement l'avenir de la filière nucléaire, et c'est très intelligemment que les écolos ont fait ce qu'il fallait pour qu'on arrête ça. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant à propos des réacteurs à neutrons rapides, c'est que Bill Gates, alors pourquoi Bill Gates?
s'intéresse au nucléaire, puisqu'il a écrit Comment éviter un désastre climatique dans son bouquin. Pourquoi il s'intéresse au nucléaire? Parce qu'il sait que c'est une électricité décarbonée qui peut servir pour le besoin électrique des logiciels, enfin de tout le système informatique. Vient de recevoir du département à l'énergie américain 90 millions de dollars pour prévoir et construire dans le Wisconsin un réacteur à neutrons rapides, petit réacteur modulaire. Donc eux, ils font le double, ils font le petit réacteur modulaire plus Astrid, réacteur à neutrons rapides qui réutilise les déchets des autres centrales nucléaires. Donc là-dessus, les États-Unis sont en train d'accélérer. Et nous, on a abandonné Astrid avec Superphénix, comme vous l'avez dit, pour un accord électoraliste. Bien sûr. Tout ça pourquoi? Pour la gauche plurielle, parce que Lionel Jospin était poings émaillés avec Dominique Voynet, et ils ont cédé, et on a perdu 20 ans d'une avance absolument considérable. Et alors, je souligne quand même une chose très intéressante. Je ne serais pas étonné que dans les semaines qui viennent, dans le cadre du plan nucléaire annoncé par Emmanuel Macron, on ait un revirement sur Astrid. L'autre jour, Barbara Pompili est intervenue sur BFM, justement. Et elle disait, concernant Astrid, nous ne l'avons pas arrêté, nous l'avons suspendu. D'accord. Ah, je me suis dit, je pense qu'on est dans le en même temps. C'est pas arrêté, c'est suspendu. Donc en fait, si c'est suspendu, ça peut être réactivé. C'est comme le service. Et donc je ne serais pas surpris qu'on apprenne dans le plan nucléaire d'Emmanuel Macron, qui va venir dans les semaines qui viennent, une réactivation de... Alors, pas redémarrage, mais la fin de la suspension. Véronique, tu voulais prendre la parole? Oui. Le micro est... Viens prendre celui qui est là. Je vais prendre celui-là. Bonsoir, Véronique de Méribel, je suis responsable des Républicains sur le secteur de la Flandre littorale et maritime. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que ce soir, je bois le... Il y a un effet Larsen. Parce qu'il s'est rallumé. Oui, voilà. Voilà. Ah, là, c'est bien. Je voulais dire que je buvais quand même du petit lait ce soir parce que qu'on rappelle que le général de Gaulle était quand même au démarrage. Si on a du nucléaire maintenant, je dois quand même rappeler que nos anciens gaullistes avaient prévu à 30 ans du développement de l'industrie en France, du développement du transport et du développement au niveau de l'énergie. Si on a le TGV, c'est bien le général de Gaulle qui avait lancé le projet et qu'il a été inauguré par François Mitterrand. Et donc maintenant, je bois du petit lait quand on se dit on va revenir au nucléaire parce que c'est quand même le nucléaire le moins décarboné, le moins cher et finalement c'est quand même quelque chose d'intelligent si on met en place cette recherche pour pouvoir réutiliser les déchets à 95%. Alors moi je dois vous dire que je suis rentrée dans ce combat anti-éolienne quelques mois avant le débat public. Pourquoi? Parce que je décode Pathé Marconi, La voix de son maître, La voix du Nord, et quand je me suis aperçue que l'on parlait d'études d'impact qui n'avaient pas été faites, je trouvais quand même un peu aberrant qu'on lance un projet de 50 km d'éoliennes en mer en pleine zone Natura 2000 sans avoir réalisé une étude d'impact. Et encore aujourd'hui, on n'a pas les résultats de cette étude d'impact. C'est quand même, on marche sur la tête dans notre pays, et je ne veux pas qu'on marche sur la tête à Dunkerque. Alors ça, c'est une première chose. Donc, au débat public, avec Florent, on y était au premier débat public, et on a bien compris, on va dire comme les Jones, qu'on voulait nous la faire à l'envers. Et donc, on s'est dit, on va quand même pas se laisser faire. Et Florent a lancé
une pétition pour un référendum. Nous aussi, on a fait une enquête et je peux vous dire que 90% des Dunkerquois, les résultats de notre enquête, on n'a pas tout donné maintenant, mais quand même, 90% des Dunkerquois sont contre les éoliennes en mer. Avec les jeunes de notre équipe, on a donc étudié ces éoliennes. On s'est dit, s'il y en a qui les défendent corps et âme, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et ben moi, je peux vous dire qu'on en est arrivé à une seule conclusion, c'est que les éoliennes, plus on en sait, moins on les aime. Alors, je voulais vous donner quand même ce soir, puisque je suis là et qu'on a un auditoire, on a rédigé un projet avec les Républicains pour les prochaines présidentielles. On est bien obligé d'en parler parce que c'est dans pas longtemps. Et je dois vous dire que dans ce projet, il est écrit noir sur blanc, moratoire pour les éoliennes et développement de mini-centrales. Voilà, ça c'est... Vous avez fini ? Pas tout à fait. Excusez-moi. Moi, quand j'ai un micro, je le garde. Mais moi aussi, j'ai bien les micros. Voilà. Alors, moi, on a parlé de ces éoliennes, on a parlé du tout électrique, etc. Il y a quand même une chose auquel il faut s'intéresser, c'est au problème du transport et au problème du stockage. Moi, vous en y aviez peut-être parlé juste avant que j'arrive, non? Donc, on n'a pas parlé du transport. Donc, alors, vous savez, pour transporter de l'électricité, il faut du cuivre. La première production mondiale de cuivre, c'est le Chili. Le Chili doit, bien sûr, réaliser cette électrolyse du cuivre. Elle la réalise comment? Parce qu'elle n'a pas d'électricité. Et ils n'ont pas d'électricité au Chili. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des centrales à charbon. Et actuellement, il y a 25 centrales à charbon pour fabriquer, pour faire l'électrolyse du cuivre. Et en plus de ça, on a Engie qui en fabrique 2 nouvelles. Donc, c'est quand même sympathique. Et si on continue comme ça, si on continue à faire des réseaux de cuivre, etc., pour les voitures électriques, si on prône le tout électrique, eh bien, en 2050, il n'y aura plus de cuivre au Chili. Donc, on va faire comment? Et en plus de ça, c'est pas décarboné non plus, puisque je vous dis qu'il y a des centrales à charbon, mais le Chili, il n'a pas de charbon non plus. Donc, il fait venir du charbon de Nouvelle-Zélande pour alimenter ses centrales. Donc, eh bien, le bilan carbone, je ne vous explique pas, mais la balance, elle penche du mauvais côté. Donc, ben voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vais vous rendre le micro, mais moi, je fais confiance aux Dunkerquois pour qu'ils n'acceptent pas ces éoliennes. Parce qu'il y a 3 choses auxquelles on ne doit pas toucher à Dunkerque, c'est le carnaval, Jean Bart et la plage. Et là, on nous colle 50 km² d'éoliennes devant la plage, et bien je crois que ça passera pas. En fait, je voulais réagir à votre propos parce que, en fait, je le trouve... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je le trouve tout à fait passionnant. Je trouve tout à fait passionnant votre référence au général de Gaulle. Parce que, en réalité, j'en parle dans mon livre sur le nucléaire, l'importance que le général de Gaulle a eue pour la création du commissariat à l'énergie atomique. Mais, last but not least, et justement, c'est la force de notre combat, c'est l'unité au travers, l'unité pour l'union nationale, entre guillemets, pour ce combat. Ça va être une union nationale locale, où tous les partis politiques se retrouvent main dans la main pour travailler localement. Et je trouve que Dunkerque est un exemple extrêmement, vraiment très intéressant, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres endroits de ce que je connaisse où il y ait une unité aussi forte. Je vous le dis parce que je côtoie quand même ce monde. Mais je voudrais rappeler un point fondamental, c'est que si on doit à De Gaulle le développement du nucléaire, il ne faut pas oublier l'importance du Parti communiste,
qui a aussi joué un rôle dans la nationalisation d'EDF, dans l'uniformisation des 1300 producteurs d'électricité, où on a fait d'EDF un joyau de la France, et qui a permis aussi, avec le Front populaire avant-guerre, parce que moi j'étais les types de gauche, tout ça, mais en fait, quand j'ai lu quand j'ai rédigé mon bouquin, je me suis dit, bon sang, quelle vision le Front populaire a eu de se dire, il faut une électricité pour le progrès social, il faut que tout le monde ait accès à l'électricité et que ce soit pas un produit de riche, parce que c'est vrai, ça doit être donné aussi facilement que l'eau ou que l'air que nous respirons. Et d'une certaine manière, donc je voudrais rendre hommage au Parti communiste, dans cette alliance qu'il avait eue avec le général de Gaulle pour donner l'accès au confort moderne et à l'accès à l'électricité. Et finalement, quand j'entends les écolos bobos, bourgeois, parce qu'il faut quand même dire qui c'est, qui sont prêts en réalité à surenchérir le coût de l'électricité et de l'essence pour faire en sorte que eux, dans les beaux quartiers à Paris, ils puissent vivre avec des bagnoles électriques et puis avoir un lieu décarboné en ayant le confort et une électricité qui leur est accessible, mais qui rendrait peu accessible à la plèbe ce bien commun que constitue l'électricité. Je suis désolé, l'électricité doit être un bien commun, accessible pour tous, comme disait le Parti communiste, en quantité, comme on a fait le général de Gaulle. Et je pense que là, on doit revenir aux fondamentaux du Conseil national de la résistance et des enjeux de souveraineté nationale liés à l'énergie. Parce que derrière tout ça, derrière cette alliance nationale, il y a l'industrie, il y a l'énergie et il y a le confort de nos concitoyens. Et je pense que ça, c'est vraiment un message. Donc je voulais vous rendre hommage dans votre référence à De Gaulle, mais aussi... Et d'ailleurs, je voudrais dire une chose, parce que je suis bavard. Non, c'est que quand même, que Mélenchon, parce qu'il y a un représentant de la France Insoumise, et je sais que beaucoup de camarades de la France Insoumise sont anti-éoliens et n'aiment pas les propos de Mélenchon, que Mélenchon, qui est aussi un des héritiers de la gauche sociale, puisse être à ce point anti-nucléaire et pro-éolienne, représentant du grand capital apatride éolien, pour moi, ça me dépasse complètement. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais laisser alors quelques secondes simplement, parce que nous sommes attendus après ailleurs, donc vraiment... alors, Jacques Mazurel. Je voulais simplement répondre à l'un d'entre vous qui se demandait comment, en tant que personne, vous pouvez se rendre utile. Eh bien, j'ai une solution. Vous adhérez à PNC. Vous avez un petit dépliant qui est là, on va le faire circuler, vous prenez votre ordinateur et vous envoyez votre adhésion, c'est pas cher, c'est 30 €, et probablement que d'ici la fin de l'année, nous aurons le dégraissement fiscal pour les inscriptions, ce qui fera tomber encore le montant des 30 €. Alors, une dernière prise de parole, mais quelques secondes simplement. Bon, moi, personnellement, je suis d'accord avec vous à 100%. Mais je vois mes enfants, mes propres enfants. Bon, on parle évidemment de la catastrophe qui s'est déroulée au Japon. On a peur, évidemment, que ça se reproduise par ici. D'autant plus qu'on est un pays à risque au niveau attentat, de plus en plus. Quand on voit déjà avec quelle facilité un groupe de commandos a pu s'introduire dans le port de Dunkerque pour faire ce qu'ils avaient à faire, quelque part, ça fout un peu les jetons. Et ça, je le comprends quand même. Oui. Non. Alors, je n'ouvre pas le débat, parce que alors là, on part sur un mais qui est un vrai débat en même temps, attention. Ça, absolument. Les questions d'éducation, effectivement, la jeunesse, moi, je vois le matraquage à l'école, ceci, cela, c'est un truc ahurissant, enfin, je veux dire... Enfin bon, bref, donc, mais je n'ouvre pas le débat. Simplement, il reste quelques minutes. Il y a des ouvrages qui sont à vendre, les ouvrages de Fabien et de Jacques. Donc voilà, si vous voulez une petite dédicace, c'est le moment. Ils sont pas chers et ils sont passionnants. Donc vous auriez vraiment tort de ne pas en prendre. J'espère que vous avez pris votre carnet de chèques, parce qu'on n'a pas de monnaie. Donc voilà. Dédicace à Berrit. Ah oui, non, ouais. On lui offrira, on va lui en envoyer un, on va lui en offrir un. En tout cas, il y en a une paire ici ce soir qui ont été rhabillés pour l'hiver. Ça, c'est clair. Bon, vous avez vu, la langue de bois n'a pas été de la soirée.
Tout le monde a pu s'exprimer clairement et dire ce qu'il avait à dire, de façon claire, nette et précise. Et c'est comme ça que la République et que la démocratie avancent. En tout cas, effectivement, un discours qui se termine par un appel au rassemblement des gaullistes aux communistes. Pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que je ne peux pas y rester insensible. Voilà. Et aux vieux chevènementiste que je suis. Allez, bonne soirée à tous, merci infiniment d'être venus.